Et si l'univers était bien plus vaste que ce que nos modèles actuels permettent d'imaginer? Et si les distances que nous pensions maîtriser reposaient sur des hypothèses désormais fragilisées par de nouvelles mesures? Le télescope spatial. Destal, James Webb n'a pas seulement amélioré la netteté de nos images cosmiques, il a modifié la manière même dont nous mesurons l'échelle de l'univers. En observant plus loin, mais surtout plus précisément, Webb a commencé à révéler des décalages subtils entre ce que la théorie prévoyait et ce que la lumière ancienne raconte réellement. Depuis près d'un siècle, la cosmologie moderne s'appuie sur une relation clé entre la distance des galaxies et l'expansion de l'univers. Cette relation a permis de construire une carte cohérente du cosmos observable, de fixer son âge approximatif et d'estimer sa taille. Mais cette carte repose sur une chaîne de mesures successives, chacune dépendante de la précédente. Une légère erreur au départ se propage, s'amplifie et finit par modifier l'échelle entière. James Webb intervient précisément à ce niveau critique. En observant dans l'infrarouge, il capte la lumière d'objets si anciens que leur émission remonte à quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Cette lumière, étirée par l'expansion, transporte une information directe sur la distance, le temps et la structure de l'univers primitif. Or, certaines de ces observations ne s'alignent pas parfaitement avec les attentes. Des galaxies apparaissent plus lumineuses, plus massives et parfois plus éloignées que prévu à des époques où elles n'auraient, en théorie, pas encore dû exister sous cette forme. Ces écarts ne constituent pas une preuve immédiate d'un univers plus grand, mais ils ouvrent une série de questions méthodiques, mesurables et profondément structurantes. Si les distances doivent être recalibrées, alors l'échelle entière du cosmos pourrait devoir l'être aussi. Et c'est précisément à partir de ce point de tension entre mesure et modèle que commence l'exploration. La conception même de James Webb découle d'une limite clairement identifiée dans l'astronomie du XXe siècle. Les télescopes optiques, y compris Hubble, étaient remarquablement efficaces pour observer des étoiles et des galaxies relativement proches à l'échelle cosmique. Mais dès que l'on tentait de remonter vers les premières époques de l'univers, la lumière devenait problématique. L'expansion cosmique étire les longueurs d'onde, transformant la lumière visible émise par les premières étoiles en rayonnement infrarouge. Ce glissement progressif rend les objets primitifs presque invisibles aux instruments conçus pour le spectre optique. James Webb a été pensé comme une réponse directe à ce problème de mesure. Son miroir de plus de 6 mètres n'est pas seulement plus grand que celui de Hubble. Il est optimisé pour collecter une lumière extrêmement faible, refroidie à des températures proches du zéro absolu pour réduire toute interférence thermique et s'équiper de détecteurs capables de distinguer des variations infimes dans l'infrarouge proche et moyen. Cette sensibilité permet non seulement de voir plus loin, mais surtout de mesurer avec une précision inédite le décalage vers le rouge de chaque source observée. Le décalage vers le rouge n'est pas une simple coloration de la lumière. Il constitue une mesure directe de l'expansion de l'espace entre l'objet et l'observateur. Plus ce décalage est important, plus la lumière a voyagé longtemps, et plus la distance cosmologique est grande. Jusqu'à récemment, ces mesures étaient souvent limitées par le bruit, la poussière interstellaire et des incertitudes spectrales. Webb réduit ces marges d'erreur de manière significative. Il isole des raies spectrales précises, identifie la signature chimique des galaxies primitives et ancre leur position dans le temps cosmique avec une fiabilité accrue. Mais c'est précisément cette précision qui a commencé à produire des résultats inattendus. Lorsque les astronomes ont analysé les premiers champs profonds de Webb, ils ont constaté une densité de galaxies lointaines plus élevée que prévu. À des décalages vers le rouge extrêmement élevés, correspondant à des époques très proches du début de la formation stellaire, des galaxies apparaissaient déjà structurées, parfois massives, et étonnamment lumineuses. Ces caractéristiques impliquent des distances très grandes, mais aussi des processus de formation rapides que les modèles standards n'anticipaient pas. Pour comprendre pourquoi cela importe pour l'échelle de l'univers, sont quoi? Il faut examiner la manière dont les distances cosmologiques sont établies. Elles ne reposent pas sur une règle simple mais sur une série de méthodes emboîtées. Les étoiles variables servent d'étalons pour mesurer des galaxies proches. Ces galaxies calibrent ensuite des supernovae plus lointaines. Ces supernovae permettent enfin d'ancrer les distances des galaxies très éloignées, dont le décalage vers le rouge est mesuré directement. Si Webb révèle que certaines de ces galaxies primitives ne correspondent pas aux luminosités attendues, cela suggère que l'échelle utilisée pour les situer pourrait être légèrement décalée.
Une variation apparemment modeste dans la luminosité intrinsèque ou la distance estimée peut avoir des conséquences considérables. À l'échelle cosmique, une différence de quelques pourcents dans la relation distance-décalage se traduit par des milliards d'années-lumière supplémentaires ou manquantes dans la carte globale. Ce n'est pas une simple correction locale. C'est une remise en question de la façon dont nous convertissons une observation en position dans l'univers. L'autre élément clé révélé par Webb concerne la poussière cosmique. Les premières cogalaxies ne sont pas des objets propres et transparents. Elles contiennent des quantités importantes de poussière qui absorbent et réémettent la lumière. Les télescopes précédents sous-estimaient souvent cette composante, ce qui faussait les estimations de luminosité et donc de distance. En observant directement dans l'infrarouge, Webb traverse ce brouillard et révèle des structures jusque-là masquées. Certaines galaxies que l'on croyait faibles et proches se révèlent plus brillantes et plus éloignées, simplement parce que leur lumière était partiellement cachée. À mesure que ces données s'accumulent, une image plus complexe de l'univers primitif émerge. Loin d'être un espace clairsemé avec quelques îlots de matière, il apparaît dense, dynamique et rapidement structuré. Cette densité accrue a un impact direct sur notre perception de l'échelle cosmique. Si les premières de galaxies étaient de plus nombreuses et plus massives que prévu, cela suggère que la matière s'est organisée plus rapidement, potentiellement dans un volume plus vaste que celui envisagé par les modèles initiaux. Cette observation mène naturellement à une autre question fondamentale. Si l'univers était déjà aussi riche en structure à une époque aussi précoce, cela implique-t-il que l'univers observable actuel représente une portion plus petite d'un ensemble bien plus étendu? Les limites que nous appelons horizon cosmologique sont définies par la distance maximale que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Mais cette définition dépend de la vitesse d'expansion, de la densité de matière et de l'histoire thermique de l'univers. Modifier l'un de ces paramètres modifie implicitement la taille de l'univers observable. Les données de Webb ne fournissent pas encore une réponse définitive. Elles agissent plutôt comme un révélateur de tensions latentes dans la cosmologie moderne. Chaque nouvelle mesure précise resserre les marges, mais accentue aussi les incohérences entre différentes méthodes. L'univers ne devient pas plus grand par déclaration. Il devient plus grand lorsque les chiffres convergent vers une conclusion inévitable. Et pour l'instant, ces chiffres suggèrent que notre échelle cosmique mérite d'être examinée avec une attention renouvelée, car derrière ces premières anomalies pourrait se cacher une révision plus profonde de la véritable taille de l'univers. Cette remise en question des distances conduit directement au cœur du problème du temps cosmique. Distance et âge ne sont pas des grandeurs indépendantes dans l'univers en expansion. Observer plus loin revient toujours à observer plus tôt. Chaque galaxie lointaine est une archive temporelle et la position que nous lui attribuons sur la carte cosmique dépend de la manière dont nous relions le décalage vers le rouge à l'écoulement du temps depuis le Big Bang. James Webb, en affinant ses mesures, agit donc aussi sur notre chronologie de l'univers. Dans le cadre du modèle cosmologique standard, l'âge de l'univers est estimé à environ 13,8 milliards d'années. Ce chiffre résulte d'un ajustement précis entre la vitesse d'expansion actuelle, la densité de matière, la densité d'énergie sombre et la géométrie globale de l'espace. Ces paramètres sont liés par les équations de la relativité générale. Modifier l'un d'entre eux, même légèrement, entraîne une modification de l'ensemble. Lorsque Webb observe des galaxies à des décalages vers le rouge extrêmement élevés, correspondant à des époques situées à moins de 500 millions d'années après le Big Bang, il teste directement la cohérence de cette chronologie. Ce test devient critique lorsque des galaxies massives apparaissent très tôt. Former une galaxie nécessite du temps. Il faut que la matière s'effondre sous l'effet de la gravité, que les premières étoiles se forment, qu'elles enrichissent le milieu en éléments lourds et que des structures stables émergent. Chaque étape obéit à des contraintes physiques mesurables. Or, certaines galaxies observées par Webb semblent avoir atteint un degré de maturité qui, selon les modèles, aurait dû demander plus de temps que celui disponible à cette époque de l'univers. Deux possibilités se présentent alors. Soit ces galaxies sont moins anciennes qu'on ne le pense, ce qui impliquerait une erreur dans l'estimation de leur distance et de leur décalage vers le rouge. Soit elles sont effectivement aussi anciennes que les mesures l'indiquent, et dans ce cas, la chronologie de la formation cosmique doit être révisée. Dans les deux scénarios, l'échelle temporelle de l'univers est affectée, et avec elle, l'échelle spatiale. James Webb apporte ici un avantage décisif grâce à la spectroscopie infrarouge.
En identifiant précisément les raies d'absorption et d'émission des éléments présents dans ces galaxies, il permet de déterminer leur décalage vers le rouge avec une exactitude bien supérieure aux méthodes photométriques utilisées auparavant. Cette précision réduit la probabilité d'erreurs grossières. Les galaxies observées sont réellement situées à ces distances extrêmes. La question n'est donc plus de savoir si elles sont lointaines, mais comment elles ont pu se former aussi rapidement. Ce constat influence directement la relation entre distance et expansion. L'expansion de l'univers n'a pas été constante. Elle a connu des phases dominées par la radiation, puis par la matière, et aujourd'hui par l'énergie sombre. Chacune de ces phases modifie la manière dont la distance croît avec le temps. Si les premières structures se sont formées plus tôt que prévu, cela peut indiquer que la densité de matière à ces époques était plus élevée ou que l'expansion ralentissait différemment de ce que les modèles supposent. Une densité de matière plus élevée implique une gravité plus forte capable d'accélérer la formation des structures, mais elle implique aussi une géométrie globale de l'univers légèrement différente. Dans un univers plus dense, les distances évoluent autrement. À long terme, cela modifie la taille de l'univers observable car l'horizon cosmologique dépend de l'histoire complète de l'expansion. L'horizon cosmologique n'est pas une frontière matérielle. C'est une limite définie par la vitesse de la lumière et par l'âge de l'univers. Si l'expansion a été plus lente à certaines époques, la lumière a eu plus de temps pour voyager à travers l'espace. Cela signifie que l'univers observable pourrait être plus vaste que les estimations actuelles ne le suggèrent. À l'inverse, une expansion plus rapide réduirait cet horizon. Les données de Webb, en affinant la chronologie, influencent donc directement cette limite fondamentale. Un autre élément crucial concerne la rayonnisation de l'univers. Après le Big Bang, l'univers est passé par une phase où les atomes neutres dominaient, rendant l'espace opaque à certaines longueurs d'onde. La formation des premières étoiles et galaxies a progressivement rayonisé le gaz, rendant l'univers transparent. La durée et l'intensité de cette période dépendent du nombre et de la luminosité des premières sources. Webb observe directement ces sources et suggère qu'elles pourraient avoir été plus nombreuses et plus efficaces que prévu. Si la rayonisation s'est produite plus rapidement, cela implique une activité stellaire intense très tôt. Cette activité nécessite non seulement du temps, mais aussi un volume d'espace suffisant pour contenir ces processus. Encore une fois, la question de l'échelle se pose. Un univers primitif plus actif peut indiquer un cadre cosmique légèrement différent où les distances et les volumes doivent être recalibrés. Ces ajustements ne signifient pas que l'âge de l'univers est fondamentalement erroné. Ils indiquent plutôt que les marges d'incertitude, longtemps considérées comme secondaires, prennent désormais une importance centrale. Lorsque Webb réduit certaines incertitudes, il met en lumière celles qui subsistent ailleurs. La cohérence globale du modèle cosmologique dépend de l'alignement précis entre âge, distance et expansion. Cette tension devient particulièrement visible lorsqu'on compare les mesures locales de l'expansion de l'univers à celles dérivées du fond diffus cosmologique. Les premières reposent sur des objets relativement proches, tandis que les secondes sont de l'univers tel qu'il était 380 000 ans après le Big Bang. James Webb, en observant des objets à des époques intermédiaires, crée un pont entre ces deux régimes. Et ce pont révèle que les deux extrémités ne s'accordent pas parfaitement. Si l'expansion actuelle est plus rapide que ce que le passé suggère, ou inversement, cela implique une évolution plus complexe de l'univers que prévu. Une telle évolution affecte directement la relation entre temps et distance. Dans certains scénarios, cela conduit à un univers observable légèrement plus grand, dans d'autres à un univers plus ancien, ou à une combinaison subtile des deux. À ce stade, il ne s'agit pas d'affirmer que James Webb a révélé une taille définitive de l'univers plus grande que prévu. Il a plutôt montré que notre compréhension de la chronologie cosmique repose sur un équilibre délicat. Chaque nouvelle observation précise resserre cet équilibre, mais en même temps, elle expose les zones où nos hypothèses doivent être réévaluées. Ce qui se dessine progressivement, c'est une image où le temps cosmique n'est plus une simple échelle linéaire parfaitement calibrée. Il devient un paramètre actif, influencé par la dynamique réelle de l'univers primitif. Et si cette dynamique diffère, même légèrement, de ce que nous avions modélisé, alors l'échelle spatiale qui en découle doit être ajustée en conséquence. À mesure que Webb continue d'observer des galaxies toujours plus anciennes, il affine cette chronologie point par point. Chaque nouvel objet détecté près de la limite de l'univers observable agit comme un marqueur supplémentaire. Ensemble, ces marqueurs tracent une histoire plus dense, plus rapide et potentiellement plus étendue que prévu. Et cette histoire pose une question qui devient de plus en plus difficile à ignorer.
Si le temps cosmique s'écoule différemment de ce que nos modèles anticipaient, jusqu'où s'étend réellement l'univers que nous tentons de mesurer? Cette interrogation sur le temps et l'expansion conduit naturellement à la question des galaxies précoces elles-mêmes. Leur simple existence, telle que révélée par James Webb, oblige à examiner de près la relation entre masse, taille et distance à des époques où l'univers était encore jeune. Dans les modèles classiques, les premières galaxies devaient être petites, irrégulières, dominées par des flambées de formations stellaires brèves et instables. Leur masse totale devait rester modeste, car la matière n'avait pas encore eu le temps de s'assembler à grande échelle. Or, Webb observe autre chose. Certaines galaxies, détectées à des décalages vers le rouge supérieurs à 10, présentent des masses stellaires comparables à celles de galaxies bien plus tardives. Cela ne signifie pas qu'elles ressemblent à la Voie lactée actuelle, mais qu'elles ont accumulé une quantité de matière organisée bien plus importante que prévu pour leur âge cosmique. Cette accumulation rapide pose un problème direct d'échelle. Pour rassembler autant de matière en si peu de temps, il faut soit des conditions initiales différentes, soit un cadre spatial plus vaste permettant des flux de matière plus efficaces. La formation des galaxies dépend de la distribution de la matière noire. Celle-ci agit comme une charpente gravitationnelle autour de laquelle le gaz baryonique se condense. Dans les simulations cosmologiques, cette charpente se développe progressivement, formant des halos de plus en plus massifs au fil du temps. La vitesse de cette croissance dépend de la densité globale de matière et de la manière dont l'univers s'étend. Si Webb observe des galaxies massives très tôt, cela suggère que ces halos de matière noire se sont formés plus rapidement ou qu'ils étaient déjà présents à grande échelle. Une formation plus rapide peut s'expliquer par des fluctuations initiales légèrement plus importantes dans la densité de matière après le Big Bang. Mais augmenter ces fluctuations modifie aussi la distribution à grande échelle des structures cosmiques. Les filaments, les amas et les vides que l'on observe aujourd'hui dépendent directement de ces conditions initiales. Une légère modification à l'origine peut entraîner un univers où les distances caractéristiques entre grandes structures sont différentes. Ces galaxies précoces ne sont pas seulement massives, elles sont souvent étonnamment compactes. Leur masse est concentrée dans des volumes relativement restreints, ce qui implique des densités élevées. Une telle concentration accélère la formation stellaire et la production d'éléments lourds. Webb détecte ainsi des signatures chimiques indiquant une évolution rapide, parfois en contradiction avec les délais prévus par les modèles standards. Là encore, le temps disponible semble insuffisant, à moins que l'expansion et la densité globale n'aient évolué autrement. Il est important de souligner que ces observations ne reposent pas sur un ou deux objets atypiques. À mesure que les champs profonds s'élargissent, un ensemble cohérent de galaxies précoces massives apparaît. Individuellement, chacune pourrait être expliquée par un scénario extrême. Collectivement, elles suggèrent une tendance systématique. Et une tendance systématique, en cosmologie, pointe presque toujours vers un paramètre fondamental mal contraint. La taille de l'univers observable est directement liée au nombre de structures qu'il contient. Plus les galaxies sont nombreuses à grande distance, plus le volume observé est important. Les premières estimations issues des données de Webb indiquent une densité de galaxies élevée à des époques très reculées. Cela ne signifie pas nécessairement que l'univers est plus grand dans l'absolu, mais que la portion observable pourrait contenir plus de matière organisée que prévu, ce qui affecte les calculs de volume et de distance. Cette densité accrue soulève aussi la question de la luminosité cumulée de l'univers primitif. Si de nombreuses galaxies massives existaient tôt, alors l'univers devait être plus lumineux à ces époques. Cette luminosité influence la manière dont l'espace s'est ionisé et refroidi. Elle influence aussi la propagation de la lumière elle-même, car un milieu plus dense et plus énergétique peut modifier les trajectoires à travers des effets gravitationnels subtils. La lentille gravitationnelle joue ici un rôle clé. James Webb observe fréquemment des galaxies lointaines amplifiées par la présence de masses intermédiaires. Cette amplification permet de détecter des objets encore plus éloignés, mais elle introduit aussi une complexité supplémentaire dans l'estimation des distances. Une galaxie amplifiée peut sembler plus lumineuse et donc plus proche qu'elle ne l'est réellement, si l'effet de lentille n'est pas parfaitement modélisé. Cependant, Webb permet justement de mieux contraindre ces effets. Sa résolution et sa sensibilité permettent de cartographier précisément les amas responsables des lentilles et de corriger les amplifications observées. Une fois ces corrections appliquées, certaines galaxies restent étonnamment lointaines et massives.
Leur position sur l'échelle cosmique résiste aux ajustements, renforçant l'idée que l'univers primitif était déjà très structuré sur de grandes distances. Cette structuration précoce a des implications directes pour la taille de l'univers observable. Un univers où les grandes structures apparaissent tôt est un univers où la matière a eu le temps de se déplacer, de s'agréger et d'interagir sur des distances importantes. Cela suppose soit une expansion initiale légèrement différente, soit une densité globale plus élevée, soit une combinaison des deux. Dans chaque cas, les distances comobiles, c'est-à-dire les distances mesurées en tenant compte de l'expansion, peuvent être modifiées. Les distances comobiles sont essentielles pour définir la taille de l'univers observable. Elles permettent de comparer des positions à différentes époques sans être trompées par l'expansion continue de l'espace. Si ces distances sont révisées à la hausse, même modestement, la sphère de l'univers observable s'agrandit en conséquence. Une augmentation de quelques pourcents du rayon se traduit par une augmentation beaucoup plus importante du volume total. Il faut également considérer le rôle de l'énergie sombre dans ce contexte. L'énergie sombre domine l'expansion actuelle de l'univers, mais son influence dans les premières époques était négligeable. Toutefois, la manière dont elle est intégrée dans les modèles affecte la transition entre les phases dominées par la matière et celles dominées par l'énergie sombre. Si cette transition s'est produite légèrement différemment de ce que l'on pense, les distances intégrées sur toute l'histoire cosmique changent. Les galaxies précoces observées par Webb offrent une contrainte nouvelle sur cette transition. Leur existence et leurs propriétés fournissent des points d'ancrage supplémentaires dans le passé cosmique. Chaque point d'ancrage réduit la liberté des modèles, mais peut aussi révéler des incohérences. Jusqu'à présent, ces incohérences ne forment pas une contradiction flagrante, mais un ensemble de tensions subtiles qui s'additionnent. Ces tensions se manifestent aussi dans la comparaison entre observation et simulation. Les simulations cosmologiques modernes sont capables de reproduire avec précision la distribution des galaxies à des époques relativement récentes. Mais lorsqu'elles sont extrapolées vers les toutes premières centaines de millions d'années, elles sous-estiment souvent le nombre et la masse des galaxies observées par Webb. Ajuster les simulations pour correspondre aux données nécessite de modifier des paramètres fondamentaux, comme l'efficacité de la formation stellaire ou la masse des halos de matière noire. Modifier ces paramètres n'est pas anodin. Ils sont liés à la physique fondamentale de l'univers. Une efficacité de formation stellaire plus élevée implique des processus de refroidissement du gaz plus rapides ou des interactions différentes entre matière baryonique et matière noire. Ces changements, à leur tour, influencent la manière dont la matière se distribue à grande échelle et donc la perception globale des distances. À ce stade, l'image qui se dessine est celle d'un univers primitif plus actif, plus dense et plus structuré que prévu. Cette image ne contredit pas frontalement le modèle cosmologique standard, mais elle en étire les limites. Et lorsqu'un modèle est étiré, la question de l'échelle devient inévitable. Jusqu'où ces structures s'étendent-elles réellement ? Quelle fraction de l'univers total sommes-nous en train d'observer ? James Webb ne voit pas au-delà de l'horizon cosmologique, aucun instrument ne le peut. Mais en révélant la richesse et la complexité des structures près de cette limite, il suggère que l'univers observable est peut-être une fenêtre sur un ensemble encore plus vaste, un ensemble dont la taille réelle dépend de paramètres que nous sommes encore en train de mesurer avec une précision croissante. Ainsi, chaque galaxie précoce détectée agit comme un test de cohérence. Elle vérifie si notre relation entre masse, temps et distance tient toujours. Et plus ces galaxies sont nombreuses et éloignées, plus la question de l'échelle globale devient pressante. Si l'univers pouvait produire tant de structures en si peu de temps, dans quel cadre spatial et temporel cela s'est-il réellement produit ? Et cette question, une fois posée, conduit inévitablement à examiner le rôle fondamental de la lumière elle-même dans notre manière de mesurer l'univers. Cette transition vers la lumière n'est pas un simple changement de sujet. Toute notre perception de l'échelle cosmique dépend de la manière dont la lumière voyage, se transforme et nous parvient à travers l'univers en expansion. James Webb, plus que tout autre instrument auparavant, met en évidence à quel point cette transformation influence notre lecture des distances. La lumière que nous recevons des galaxies lointaines n'est pas seulement ancienne. Elle est étirée, affaiblie et réorganisée par l'histoire même de l'espace qu'elle traverse. Le décalage vers le rouge est souvent présenté comme un indicateur simple de distance. Plus une galaxie est lointaine, plus sa lumière est décalée vers les grandes longueurs d'onde. Mais cette relation, bien que robuste, repose sur une hypothèse fondamentale, que l'expansion de l'univers s'est déroulée conformément à un modèle précis. En réalité,
Le décalage vers le rouge encode l'intégralité de l'histoire de l'expansion entre le moment où la lumière a été émise et celui où elle est observée. Chaque variation, même subtile, de cette expansion modifie la correspondance entre décalage et distance. James Webb observe dans un domaine spectral où ces effets deviennent particulièrement sensibles. Dans l'infrarouge, de petites différences dans le décalage se traduisent par des variations mesurables dans la position des raies spectrales. Cela permet de distinguer des galaxies séparées par des milliards d'années-lumière avec une finesse inédite. Mais cette finesse révèle aussi que la relation entre décalage et luminosité n'est pas toujours aussi régulière qu'on le pensait. Certaines galaxies lointaines observées par Webb présentent des signatures spectrales qui suggèrent des âges très anciens, tout en affichant des luminosités élevées. Pour expliquer cela, deux interprétations sont possibles. Soit ces galaxies sont intrinsèquement plus efficaces pour produire de la lumière, soit leur distance réelle est légèrement différente de celle déduite par les modèles standards. Dans les deux cas, la question de l'échelle cosmique est directement impliquée. La luminosité observée d'une galaxie dépend de plusieurs facteurs. Elle dépend de la quantité de lumière émise, mais aussi de la distance parcourue et de l'étirement de l'espace. À grande distance, une petite erreur dans l'estimation du décalage peut entraîner une erreur beaucoup plus grande dans l'estimation de la luminosité intrinsèque. James Webb, en réduisant les incertitudes spectrales, montre que certaines hypothèses utilisées pour convertir la lumière observée en propriétés physiques doivent être réexaminées. Un aspect souvent sous-estimé concerne la distribution de l'énergie dans le spectre. Les premières galaxies n'émettent pas la lumière de la même manière que les galaxies modernes. Leur population stellaire est différente, dominée par des étoiles massives, chaudes et de courte durée de vie. Ces étoiles émettent une grande partie de leur énergie dans l'ultraviolet, qui est ensuite fortement décalé vers l'infrarouge par l'expansion cosmique. Webb capte précisément cette lumière transformée, offrant un accès direct à des phases de formation stellaire jusque-là mal contraintes. Mais cette transformation spectrale complique aussi les comparaisons. Une galaxie primitive, observée dans l'infrarouge, n'a pas d'équivalent direct dans l'univers local. Pour interpréter sa luminosité, il faut reconstruire son spectre initial, ce qui nécessite des modèles de population stellaire adaptés à des conditions extrêmes. Si ces modèles sont légèrement incorrects, l'erreur se répercute sur l'estimation de la distance et donc sur l'échelle globale. James Webb permet justement de tester ces modèles. En observant plusieurs raies spectrales simultanément, il contraint la composition chimique, l'âge des étoiles et le taux de formation stellaire. Ces paramètres sont liés entre eux. Une abondance élevée d'éléments lourds, par exemple, indique qu'au moins une génération précédente d'étoiles a déjà vécu et explosé. Cela impose un minimum de temps écoulé depuis le début de la formation stellaire, et donc une contrainte supplémentaire sur la distance et l'âge cosmique. Ces contraintes convergentes réduisent l'espace des interprétations possibles, et lorsqu'elles convergent vers des valeurs légèrement différentes de celles attendues, elles suggèrent que l'échelle de l'univers doit être ajustée. Ce n'est pas une remise en cause brutale, mais une accumulation de décalages cohérents. Chacun pris isolément pourrait être absorbé par les incertitudes. Ensemble, ils forment un signal. La lumière joue aussi un rôle central dans la définition même de l'univers observable. L'horizon cosmologique est déterminé par la distance maximale que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Cette distance dépend de l'intégrale de la vitesse d'expansion au cours du temps. Toute révision de cette histoire modifie l'horizon. En affinant la chronologie et les distances, Webb affine indirectement cette limite. Il est crucial de comprendre que l'univers observable n'est pas une sphère figée. Sa taille comobile est déterminée par des paramètres cosmologiques qui peuvent être mesurés avec une précision croissante. Si l'expansion initiale a été légèrement plus lente, l'horizon est plus large. Si elle a été légèrement plus rapide, il est plus restreint. Les observations de Webb, en se concentrant sur des époques intermédiaires entre le fond diffus cosmologique et l'univers local, réduisent l'incertitude sur cette intégrale. Un autre élément fondamental révélé par Webb concerne la transparence de l'univers primitif. La lumière ne voyage pas toujours librement. Elle interagit avec le gaz, la poussière et les champs gravitationnels. À très grande distance, ces interactions cumulées peuvent modifier la distribution apparente des sources. Un univers plus dense en matière baryonique et en structure précoce modifie la probabilité de ces interactions. La diffusion de la lumière par le gaz intergalactique, bien que faible, devient mesurable sur des distances cosmologiques. James Webb détecte des variations subtiles dans le continuum spectral qui indiquent la présence de gaz neutres ou ionisés le long de la ligne de visée.
Ces variations fournissent une cartographie indirecte de la densité de matière à grande échelle. Une densité plus élevée implique une distribution différente de la matière et donc une géométrie globale potentiellement modifiée. Les effets gravitationnels sur la lumière, comme la lentille faible, prennent aussi une importance croissante. Même en l'absence de lentilles spectaculaires, la lumière des galaxies lointaines est légèrement déformée par les masses qu'elle rencontre. Ces déformations accumulées peuvent biaiser les estimations de taille et de luminosité. Webb, grâce à sa résolution, permet de mesurer ces effets statistiques avec une précision accrue, offrant une nouvelle manière de contraindre la distribution de masse à grande échelle. Cette distribution de masse est intimement liée à la taille de l'univers observable. Un univers plus vaste peut contenir des fluctuations de masse à des échelles plus grandes. A l'inverse, un univers plus restreint impose des limites strictes sur la taille maximale des structures. Les données de Webb suggèrent que certaines corrélations de masse et de luminosité persistent sur des distances très importantes, ce qui pourrait indiquer une cohérence à grande échelle plus étendue que prévu. Il est tentant d'interpréter ces résultats comme une preuve directe d'un univers plus grand. Mais la prudence est essentielle. La cosmologie progresse rarement par révélation soudaine. Elle avance par ajustement progressif, par confrontation entre modèles et données. Ce que Webb apporte, c'est une réduction drastique des zones d'ombre dans lesquelles des hypothèses approximatives pouvaient subsister. En réduisant ces zones d'ombre, il rend plus visibles les désaccords entre différentes mesures. La tension entre les valeurs locales et lointaines de l'expansion, déjà présente avant Webb, devient plus difficile à ignorer. Si ces tensions persistent à mesure que les données s'accumulent, elles pourraient indiquer que l'histoire de l'expansion est plus complexe que prévu, avec des conséquences directes sur la taille de l'univers observable. À ce stade, la lumière n'est plus seulement un messager passif. Elle devient un outil actif de diagnostic cosmique. Sa manière de se transformer, de s'étirer et d'interagir avec la matière révèle la structure profonde de l'espace-temps. James Webb, en observant cette lumière avec une fidélité sans précédent, agit comme un révélateur des hypothèses implicites que nous utilisons pour mesurer l'univers. Chaque spectre analysé, chaque galaxie positionnée sur l'échelle cosmique ajoute une contrainte supplémentaire, et ces contraintes commencent à dessiner une image où l'univers observable pourrait être légèrement plus vaste, légèrement plus dense ou légèrement plus ancien que ce que les modèles les plus simples suggèrent. Ces différences sont modestes en pourcentage, mais immenses en valeur absolue. Un ajustement de quelques pourcents sur le rayon de l'univers observable correspond à des milliards d'années-lumière supplémentaires. Cela ne change pas notre place dans le cosmos, mais cela change la manière dont nous concevons son étendue réelle. Et cette révision potentielle ne repose pas sur une spéculation isolée, mais sur une accumulation de mesures cohérentes issues de la même source instrumentale. La question qui se pose alors n'est plus seulement celle de la taille, elle devient celle de la cohérence globale. Les lois physiques que nous utilisons pour décrire l'univers fonctionnent-elles de la même manière à toutes les époques et à toutes les échelles ? Ou bien existe-t-il des nuances, des transitions subtiles que nous commençons à peine à percevoir grâce à des instruments comme James Webb ? À mesure que cette lumière ancienne continue de parvenir jusqu'à nous, elle apporte avec elle une information qui dépasse la simple image. Elle transporte l'histoire complète de l'expansion, de la formation des structures et de la distribution de la matière. En la déchiffrant avec une précision nouvelle, nous affinons notre mesure de l'univers. Mais en affinant cette mesure, nous découvrons aussi que la règle que nous utilisons pourrait devoir être légèrement redessinée. Et si cette règle change, même marginalement, alors la carte entière du cosmos change avec elle. Jusqu'où s'étend cette carte révisée ? Quelle est la véritable portée de l'univers que nous observons à travers cette lumière étirée ? Ces questions, désormais étayées par des données concrètes, conduisent inévitablement à examiner comment l'expansion elle-même est mesurée et pourquoi certaines de ces mesures ne s'accordent toujours pas parfaitement entre elles. Cette interrogation sur la mesure de l'expansion conduit directement à l'un des points les plus débattus de la cosmologie contemporaine, la vitesse à laquelle l'univers grandit aujourd'hui et la manière dont cette vitesse est reliée à sa taille globale. Depuis plusieurs années, les astronomes sont confrontés à un désaccord persistant entre différentes méthodes de mesure de l'expansion. Ce désaccord, souvent appelé tension sur la constante de Hubble, n'est pas une querelle technique mineure. Il touche au cœur même de la manière dont nous convertissons des observations en distance et donc à la manière dont nous estimons l'échelle réelle de l'univers. La constante de Hubble relie la vitesse à laquelle une galaxie s'éloigne à sa distance.
Plus une galaxie est lointaine, plus elle semble s'éloigner rapidement, conséquence directe de l'expansion de l'espace. Cette relation a été mesurée de deux façons principales. La première repose sur l'univers local. On mesure les distances de galaxies relativement proches à l'aide d'étalons bien calibrés, puis on observe leur vitesse d'éloignement. La seconde repose sur l'univers très lointain. On étudie le fond diffus cosmologique, vestige lumineux du jeune univers, et on déduit la vitesse d'expansion actuelle à partir d'un modèle global. Ces deux approches devraient conduire au même résultat. Or, elles ne le font pas. Les mesures locales indiquent une expansion légèrement plus rapide que celle déduite du fond diffus cosmologique. La différence peut sembler faible, de l'ordre de quelques kilomètres par seconde et par mégaparsec. Mais cumulée sur des milliards d'années et des milliards d'années-lumière, elle devient considérable. Elle affecte directement la taille de l'univers observable et la relation entre temps et distance. James Webb n'a pas été conçu pour résoudre directement cette tension. Mais en affinant les mesures de distance à des époques intermédiaires, il occupe une position stratégique entre l'univers très proche et l'univers très ancien. Il observe des galaxies suffisamment lointaines pour tester les modèles issus du fond diffus cosmologique tout en utilisant des méthodes de distance qui se rattachent à celles employées localement. Cette position intermédiaire permet de vérifier si la transition entre ces deux régimes est cohérente. Les premières analyses suggèrent que la situation est plus complexe que prévu. Certaines distances mesurées par Webb s'alignent mieux avec les valeurs locales de la constante de Hubble, tandis que d'autres semblent compatibles avec les valeurs issues du fond diffus cosmologique. Cette dispersion n'est pas aléatoire. Elle dépend du type de galaxie observée, de son environnement et de son époque cosmique. Cela suggère que l'expansion de l'univers pourrait ne pas être décrite de manière parfaitement uniforme par un seul paramètre simple. Si l'expansion a évolué différemment selon les époques, alors la taille de l'univers observable dépend fortement de la manière dont on intègre cette évolution sur toute l'histoire cosmique. Une expansion plus rapide aujourd'hui implique que les galaxies proches s'éloignent plus vite, mais cela n'implique pas nécessairement que l'univers ait toujours été plus rapide dans le passé. Inversement, une expansion plus lente dans les premières époques permet à la lumière de parcourir de plus grandes distances avant que l'énergie sombre ne prenne le dessus. James Webb, en observant des galaxies à des décalages vers le rouge intermédiaire, permet de sonder précisément cette période de transition. Il mesure comment la relation entre distance et vitesse évolue à mesure que l'on remonte dans le temps. Ces mesures suggèrent que la transition entre un univers dominé par la matière et un univers dominé par l'énergie sombre pourrait être légèrement différente de ce que les modèles standards supposent. Une telle différence, même minime, modifie l'intégrale cosmologique qui définit l'horizon observable. L'horizon n'est pas déterminé par la vitesse actuelle d'expansion, mais par l'ensemble de son évolution passée. Si l'expansion a été un peu plus lente pendant une période prolongée, la lumière a eu plus de temps pour voyager. Cela se traduit par un univers observable plus vaste. À l'inverse, une accélération plus précoce réduirait cet horizon. Les données de Webb ne tranchent pas encore entre ces scénarios, mais elles réduisent l'espace des possibilités. En combinant ces observations avec celles d'autres instruments, les cosmologistes peuvent tester des modèles d'expansion plus complexes, dans lesquels l'énergie sombre n'est pas strictement constante ou dans lesquels des composantes supplémentaires interviennent brièvement dans l'histoire cosmique. Ces modèles ne sont pas de simples spéculations. Ils sont construits pour expliquer précisément les tensions observées. Certains introduisent une énergie sombre évolutive, plus influente dans le passé qu'on ne le pensait. D'autres envisagent des interactions subtiles entre matière noire et énergie sombre. D'autres encore explorent des modifications de la gravité à grande échelle. Chacun de ces scénarios a des conséquences directes sur la taille et la géométrie de l'univers observable. James Webb contribue à discriminer entre ces possibilités en fournissant des données sur la distribution réelle des galaxies à différentes distances. Un modèle d'expansion donné doit reproduire non seulement la vitesse globale d'expansion, mais aussi le nombre de galaxies observées à chaque époque, leur masse, leur masse, leur luminosité et leur répartition spatiale. Une incohérence à l'un de ces niveaux signale un problème fondamental. Les premières de comparaison montrent que certains modèles alternatifs reproduisent mieux la population de galaxies précoces observées par Webb. Cela ne signifie pas qu'ils soient corrects, mais qu'ils méritent d'être examinés sérieusement. Si ces modèles impliquent un univers observable légèrement plus grand ou une géométrie différente, alors la notion même de taille réelle de l'univers doit être reformulée avec prudence.
Il est également important de distinguer taille observable et taille totale. Même dans le cadre du modèle standard, l'univers total pourrait être beaucoup plus grand que la région que nous pouvons observer. Les données de Webb n'accèdent pas directement à cette taille totale. Mais en affinant la taille observable, elles influencent indirectement nos inférences sur ce qui se trouve au-delà de l'horizon. Un univers observable plus vaste implique que nous voyons une fraction plus grande de l'univers total, ou que l'univers total est encore plus immense que prévu. A l'inverse, un univers observable plus restreint pourrait suggérer une structure globale différente, peut-être fermée ou finie à grande échelle. Ces possibilités ne sont pas nouvelles, mais elles prennent un relief particulier à la lumière des nouvelles données. La géométrie globale de l'univers est étroitement liée à sa densité totale. Un univers exactement critique est spatialement plat. Un univers plus dense est fermé, tandis qu'un univers moins dense est ouvert. Les mesures actuelles suggèrent une géométrie très proche de la platitude. Mais cette conclusion dépend de paramètres mesurés avec une précision finie. Une légère révision de ces paramètres, induite par les données de Webb, pourrait modifier subtilement cette conclusion. Une géométrie légèrement différente affecterait la relation entre distance et angle. Cela modifierait la taille apparente des structures lointaines et donc leur distance déduite. James Webb, en mesurant avec précision les tailles apparentes de galaxies très éloignées, fournit des contraintes supplémentaires sur cette géométrie. Ces contraintes sont encore en cours d'analyse, mais elles montrent déjà que la marge de manœuvre des modèles se resserre. Cette situation illustre un aspect fondamental de la cosmologie moderne. Nous ne découvrons pas la taille de l'univers comme on mesurerait un objet physique direct. Nous la déduisons indirectement à partir d'un réseau complexe de relations entre lumière, temps, expansion et structure. Chaque amélioration instrumentale renforce certaines relations et en fragilise d'autres. James Webb agit comme un test de résistance pour ce réseau. Là où les relations sont solides, les données confirment les attentes. Là où elles sont fragiles, des écarts apparaissent. Ces écarts ne sont pas des erreurs à corriger rapidement. Ils sont des indices sur la manière dont notre description de l'univers peut être affinée. À ce stade, l'image qui se dessine n'est pas celle d'un bouleversement immédiat, mais celle d'un glissement progressif. L'univers ne devient pas soudainement 2 fois plus grand. Il devient légèrement différent dans sa manière d'évoluer, et cette différence, intégrée sur toute son histoire, peut conduire à une révision non négligeable de son échelle. Cette révision potentielle a des implications profondes pour notre compréhension des grandes structures. Si l'univers observable est plus vaste, alors les filaments cosmiques, les superamas et les vides pourraient s'étendre sur des distances plus grandes que celles actuellement cartographiées. Les limites observées aujourd'hui pourraient n'être que des frontières instrumentales, non des frontières physiques. James Webb commence déjà à esquisser cette cartographie à grande échelle en profondeur. En accumulant des champs profonds sur différentes régions du ciel, il permet de tester l'homogénéité de l'univers à grande distance. Les premières indications suggèrent une cohérence remarquable, mais aussi des variations subtiles qui pourraient révéler des structures encore plus étendues. Ces structures ne remettent pas en cause le principe cosmologique selon lequel l'univers est globalement homogène et isotrope à grande échelle. Elles indiquent plutôt que la définition de grande échelle elle-même dépend de la profondeur à laquelle on observe. Plus on voit loin, plus cette échelle de transition recule. Ainsi, la question de la taille réelle de l'univers se reformule. Elle ne se réduit pas à un chiffre unique. Elle devient une question de cohérence entre expansion, structure et lumière. James Webb n'apporte pas une réponse finale, mais il resserre les contraintes autour de cette cohérence. À mesure que les données continuent de s'accumuler, certaines hypothèses seront éliminées, d'autres renforcées. Ce processus est lent, mais il est cumulatif. Chaque nouvelle observation précise réduit l'espace des possibles. Et dans cet espace qui se réduit, la véritable échelle de l'univers commence à se dessiner avec une netteté croissante. Mais cette netteté révèle aussi une autre réalité. Plus notre carte devient précise, plus elle montre que les frontières que nous traçons sont conceptuelles. Elles dépendent de la lumière que nous recevons, de la physique que nous utilisons pour l'interpréter et de l'histoire de l'expansion que nous reconstruisons. Comprendre la taille de l'univers, c'est donc comprendre les limites mêmes de notre observation. Et ces limites, James Webb les repousse en permanence. Chaque galaxie détectée près de l'horizon observable agit comme un point de repère supplémentaire. Ensemble, ces repères redéfinissent progressivement notre vision de l'univers, non pas comme un espace figé, mais comme une structure dynamique dont l'échelle dépend intimement de son histoire.
À ce point de l'exploration, une question demeure ouverte. Si l'expansion et la structure de l'univers sont légèrement différentes de ce que nous pensions, comment cette différence se manifeste-t-elle dans la distribution globale de la matière, sa matière visible et invisible? Et surtout, que nous apprend-elle sur la nature profonde de ce qui compose réellement l'univers à la plus grande échelle? Cette question sur la distribution globale de la matière conduit inévitablement vers ce que James Webb ne voit pas directement, mais qui l'aide pourtant à cartographier avec une précision nouvelle. La matière visible, celle qui émet de la lumière, ne représente qu'une fraction de la masse totale de l'univers. Le reste est dominé par une composante invisible, détectable uniquement par ses effets gravitationnels. Comprendre l'échelle réelle de l'univers passe donc nécessairement par la compréhension de la manière dont cette matière invisible structure l'espace à grande distance. La matière noire n'émet ni n'absorbe de lumière. Pourtant, elle façonne la distribution des galaxies à toutes les échelles. Les grandes structures cosmiques que nous observons, filaments, amas et vides, sont les manifestations visibles d'un réseau sous-jacent dominé par la matière noire. Ce réseau, souvent décrit comme une toile cosmique, s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière. Sa taille maximale observable dépend directement de l'étendue de l'univers que nous pouvons sonder. James Webb intervient ici de manière indirecte mais décisive. En observant la lumière des galaxies lointaines, il révèle comment cette lumière est déformée, amplifiée ou déviée par la gravité des structures qu'elle traverse. Ces effets, connus sous le nom de lentilles gravitationnelles, permettent de reconstruire la distribution de masse, y compris celle de la matière noire, le long de la ligne de visée. À grande distance, même en l'absence de lentilles spectaculaires, la lumière subit des distorsions subtiles. Ces distorsions statistiques, mesurées sur des milliers de galaxies, tracent la répartition de la masse à très grande échelle. Webb, grâce à sa résolution et à sa profondeur d'observation, permet d'étendre ces mesures vers des époques beaucoup plus anciennes que celles accessibles auparavant. Cela offre une vue tridimensionnelle de la toile cosmique à différents moments de son évolution. Les premières analyses indiquent que cette toile était déjà bien développée très tôt dans l'histoire de l'univers. Les filaments de matière noire semblent s'étendre sur de grandes distances dès les premières centaines de millions d'années. Cela suggère une organisation rapide de la matière, cohérente avec les observations de galaxies précoces massives. Mais cette organisation rapide a aussi une implication directe pour l'échelle cosmique. Un réseau étendu implique un volume d'espace suffisant pour permettre la formation de structures corrélées sur de grandes distances. La taille caractéristique des filaments et des vides dépend des conditions initiales de l'univers et de son expansion ultérieure. Si les fluctuations initiales étaient légèrement différentes, ou si l'expansion a évolué différemment, ces structures peuvent s'étendre sur des échelles plus grandes. James Webb, en observant la corrélation spatiale des galaxies lointaines, fournit des contraintes nouvelles sur ces échelles. Certaines observations suggèrent que les corrélations entre galaxies persistent sur des distances comobiles légèrement plus grandes que prévues par les simulations standards. Cela ne signifie pas que les lois de la gravité sont incorrectes, mais que les paramètres qui définissent l'univers global pourraient nécessiter un ajustement. Une densité de matière légèrement différente ou une évolution différente de l'expansion peut suffire à expliquer ces écarts. La matière noire joue ici un rôle central car elle réagit uniquement à la gravité. Sa distribution est donc un enregistrement fidèle de la dynamique de l'univers à grande échelle. Contrairement à la matière baryonique, elle n'est pas affectée par les processus complexes de formation stellaire, de supernova ou de rayonnement. Elle trace la structure fondamentale sur laquelle tout le reste se construit. James Webb, en observant des galaxies amplifiées par des lentilles gravitationnelles, permet de cartographier précisément les halos de matière noire des amas lointains. Ces halos sont souvent plus étendus et plus massifs que prévu pour leur âge cosmique. Cette extension implique que la matière noire s'est organisée rapidement sur de grandes distances, renforçant l'idée d'un univers primitif déjà très structuré. La masse totale de ces halos influence directement la manière dont l'espace se courbe à grande échelle. Une courbure différente, même très faible, modifie la relation entre distance et angle. À très grande distance, ces effets deviennent mesurables. James Webb, en mesurant la taille apparente de structures similaires à différentes distances, offre une nouvelle manière de tester cette courbure globale. Les résultats actuels restent compatibles avec un univers globalement plat, mais ils montrent que la marge d'erreur se resserre. Une légère déviation par rapport à la platitude parfaite n'est pas exclue.
Une telle déviation aurait des conséquences importantes pour la taille totale de l'univers. Dans un univers légèrement fermé, l'espace total est fini mais sans bord, et sa taille réelle pourrait être beaucoup plus grande que la portion observable. Dans un univers légèrement ouvert, sa medida en convers, l'espace est infini, mais la portion observable dépend fortement de l'histoire de l'expansion. La distinction entre univers observable et univers total devient ici cruciale. James Webb n'observe que ce qui est accessible à la lumière. Mais en affinant la distribution de la matière visible et invisible, il permet de mieux contraindre les modèles qui extrapolent au-delà de l'horizon. Ces extrapolations ne sont pas arbitraires. Elles reposent sur la cohérence mathématique des équations cosmologiques et sur les propriétés mesurées de l'univers observable. Un autre aspect essentiel concerne les vides cosmiques. Ces régions pauvres en galaxies occupent une grande fraction du volume de l'univers. Leur taille et leur distribution sont sensibles à la dynamique globale de l'expansion. Webb commence à détecter des vides à grande distance, révélant leur présence à des époques très précoces. La taille de ces vides et leur évolution fournissent une contrainte supplémentaire sur l'échelle cosmique. Des vides plus grands que prévu peuvent indiquer une expansion plus rapide, localement, ou une distribution de matière différente. A l'inverse, des vides plus petits et plus nombreux suggèrent une densité de matière plus élevée. Les premières indications issues des données de Webb montrent une complexité accrue dans cette distribution, suggérant que l'univers primitif n'était pas uniformément structuré à petite échelle, mais déjà organisé à grande échelle. Cette organisation précoce renforce l'idée que la taille caractéristique des structures cosmiques pourrait être légèrement sous-estimée dans les modèles standards. Et si les structures sont plus grandes, alors le volume dans lequel elles s'inscrivent pourrait l'être aussi. Encore une fois, il ne s'agit pas d'un facteur multiplicatif spectaculaire, mais d'un ajustement progressif qui, intégré sur toute l'histoire cosmique, devient significatif. La matière noire interagit également avec l'énergie sombre de manière indirecte. La compétition entre l'attraction gravitationnelle de la matière et l'effet répulsif de l'énergie sombre détermine la croissance des structures. Si l'énergie sombre est devenue dominante plus tard que prévu, la matière a eu plus de temps pour s'assembler. Cela conduit à des structures plus grandes et plus massives à une époque donnée. James Webb, en observant la croissance des structures à différentes distances, offre une chronologie détaillée de cette compétition. Les données suggèrent que la croissance des structures à grande échelle pourrait avoir été légèrement plus efficace dans le passé que ce que certains modèles prévoient. Cela n'implique pas nécessairement une nouvelle physique, mais cela resserre les contraintes sur les paramètres existants. Cette efficacité accrue a une conséquence directe sur l'échelle cosmique. Une croissance plus efficace signifie que les corrélations de masse s'étendent sur des distances plus grandes. Ces corrélations sont mesurables par la distribution des galaxies et par les effets de lentilles. Webb, en fournissant des observations cohérentes sur une large gamme de distances, permet de tester ces corrélations avec une précision accrue. À ce stade, la question de la taille de l'univers ne peut plus être dissociée de celle de sa structure interne. La taille n'est pas seulement une distance maximale, elle est aussi la distance sur laquelle des structures restent corrélées. Plus ces corrélations s'étendent, plus l'univers apparaît cohérent à grande échelle et plus la notion de frontière devient conceptuelle plutôt que physique. Les données de Webb suggèrent que cette cohérence pourrait s'étendre légèrement plus loin que prévu. Cela ne viole aucun principe fondamental, mais cela pousse les modèles vers leurs limites. Chaque ajustement de paramètres doit désormais être compatible non seulement avec les observations locales et le fond diffus cosmologique, en cosmologie, mais aussi avec la structure détaillée de l'univers à grande distance telle que révélée par Webb. Cette exigence de cohérence globale est ce qui rend ces observations si puissantes. Elles ne se contentent pas d'ajouter des points sur une carte. Elles testent la carte elle-même. Et à mesure que cette carte devient plus détaillée, certaines hypothèses simplificatrices deviennent plus difficiles à maintenir. Il devient de plus en plus clair que la matière visible ne raconte qu'une partie de l'histoire. La matière noire, bien que silencieuse, enregistre la dynamique profonde de l'univers. James Webb, en révélant les effets de cette matière sur la lumière, permet de lire cet enregistrement avec une résolution nouvelle. Cette lecture suggère un univers où les structures se forment rapidement, s'étendent sur de grandes distances et restent corrélées à des échelles impressionnantes. Cela ne définit pas directement la taille totale de l'univers, mais cela fixe des contraintes sévères sur ce qu'elle peut être. Un univers trop petit ne pourrait pas contenir de telles structures cohérentes sans violer les lois connues de la physique.
À mesure que ces contraintes s'accumulent, l'espace des modèles possibles se réduit. Certains scénarios deviennent moins plausibles, d'autres gagnent en crédibilité. Ce processus est lent, mais il est irréversible. Chaque nouvelle observation précise resserre le cadre dans lequel la taille réelle de l'univers peut être définie. Il reste une incertitude fondamentale, liée à ce qui se trouve au-delà de l'horizon observable. Aucune observation directe ne peut y accéder. Mais en comprenant mieux la distribution de la matière jusqu'à cette limite, nous améliorons nos inférences sur ce qui pourrait se trouver au-delà. Ces inférences ne sont jamais définitives, mais elles deviennent de plus en plus informées. James Webb ne nous dit pas où l'univers s'arrête. Il nous dit comment il se structure jusqu'à la limite de ce que nous pouvons voir. Et cette structure, telle qu'elle apparaît aujourd'hui, suggère une richesse, une cohérence et une étendue qui dépassent légèrement ce que nos cartes antérieures laissaient entendre. La question qui émerge alors n'est plus seulement celle de la taille mesurable, mais celle de la signification de cette taille. À partir de quel point peut-on dire que l'univers est grand ou petit ? Cette question n'a de sens que dans le cadre des lois qui gouvernent sa structure et son évolution. En affinant notre compréhension de la matière visible et invisible, James Webb nous rapproche de cette réponse. Mais il nous rappelle aussi que toute mesure cosmique est intrinsèquement liée à l'histoire de l'univers. La taille que nous attribuons aujourd'hui est le produit de cette histoire, intégrée sur des milliards d'années. Et c'est précisément cette histoire, encore en cours de reconstruction, qui continue de guider notre exploration. Chaque filament cartographié, chaque halo mesuré, chaque distorsion de lumière analysée rapproche la cosmologie d'une image cohérente. Une image où l'univers observable apparaît non comme une sphère arbitraire, mais comme une région définie par des processus physiques mesurables. À mesure que cette image se précise, une dernière question gagne en importance. Si l'univers observable est structuré de manière aussi cohérente jusqu'à sa limite, que nous dit cette cohérence sur la nature de l'univers dans son ensemble ? Et surtout, existe-t-il des indices, même indirects, qui pourraient suggérer que cette structure se prolonge bien au-delà de ce que la lumière nous permet actuellement de voir ? Cette question sur ce qui se trouve au-delà de la limite observable ramène à la notion même de frontière cosmique. L'univers observable est souvent présenté comme une sphère centrée sur l'observateur, définie par la distance maximale que la lumière a pu parcourir depuis le Big Bang. Mais cette frontière n'est ni fixe ni symétrique dans un sens physique. Elle dépend du temps cosmique, de l'histoire de l'expansion et de la manière dont l'espace lui-même évolue. James Webb, en affinant chacune de ses composantes, transforme cette frontière abstraite en un objet scientifique de plus en plus précisément contraint. Il est essentiel de rappeler que l'univers observable ne correspond pas à la taille actuelle de l'univers au moment où la lumière a été émise. Les galaxies que Webb observe à des décalages vers le rouge extrême étaient beaucoup plus proches les unes des autres lorsqu'elles ont émis leur lumière. Depuis, l'espace entre elles et nous s'est considérablement étendu. Ainsi, la distance actuelle de ces galaxies est bien plus grande que la distance parcourue par leur lumière. Cette distinction entre distance lumineuse, distance propre et distance comobile est au cœur de toute discussion sur l'échelle cosmique. James Webb permet de réduire l'incertitude sur ces différentes distances en fournissant des mesures plus fiables du décalage vers le rouge et des propriétés physiques des sources. À partir de là, les cosmologistes peuvent reconstruire plus précisément la trajectoire de la lumière à travers l'espace-temps en expansion. Cette reconstruction affine la position réelle de la frontière observable dans l'univers actuel. Les estimations actuelles situent le rayon de l'univers observable à environ 46 milliards d'années-lumière. Ce chiffre dépasse largement l'âge de l'univers exprimé en années-lumière précisément à cause de l'expansion. Mais ce nombre n'est pas gravé dans le marbre, il dépend de paramètres mesurés avec une précision finie. James Webb, en resserrant ces paramètres, teste directement la solidité de cette valeur. Une variation même faible de la vitesse d'expansion dans les premiers milliards d'années peut modifier ce rayon de plusieurs milliards d'années-lumière. Ce n'est pas un détail marginal. Cela change le volume de l'univers observable de manière significative, car le volume croît comme le cube du rayon. Ainsi, une augmentation modeste du rayon implique une augmentation beaucoup plus importante du volume accessible à l'observation. Mais la frontière observable n'est pas seulement une limite de distance, elle est aussi une limite d'information. Au-delà de cette frontière, la lumière n'a pas encore eu le temps de nous parvenir. Cela ne signifie pas que l'univers s'y arrête, mais simplement que cette région est causalement déconnectée de nous à l'heure actuelle. Les lois de la physique n'y sont pas nécessairement différentes,
mais elles ne peuvent pas être testées directement. James Webb n'abolit pas cette limite, mais il en explore les abords avec une précision inédite. Les galaxies qu'il observe près de cette frontière sont parmi les plus anciennes et les plus éloignées accessibles. Leur nombre, leurs propriétés et leur distribution fournissent des indices indirects sur la nature de l'univers à des échelles encore plus grandes. L'un de ces indices concerne l'homogénéité. Les observations actuelles suggèrent que l'univers est remarquablement homogène à grande échelle. Les propriétés statistiques des galaxies observées dans différentes directions du ciel sont très similaires. James Webb, en sondant plus profondément, teste cette homogénéité sur des échelles jamais explorées auparavant. Les premiers résultats indiquent une continuité frappante. Même près de la limite observable, l'univers semble obéir aux mêmes règles statistiques. Cette homogénéité renforce l'idée que l'univers pourrait s'étendre bien au-delà de ce que nous voyons. Si la structure observée près de l'horizon ne montre pas de signes de transition ou de bord, il est raisonnable de supposer que des structures similaires se prolongent au-delà. Cette supposition n'est pas une certitude, mais elle est cohérente avec les principes qui sous-tendent la cosmologie moderne. Un autre indice provient de la taille des fluctuations primordiales. Les irrégularités de densité observées dans le fond diffus cosmologique présentent des corrélations à des échelles angulaires très grandes. Ces corrélations suggèrent que des régions aujourd'hui séparées par des distances énormes étaient autrefois en interaction causale. Ce constat a conduit à la théorie de l'inflation, une phase d'expansion extrêmement rapide dans les premiers instants de l'univers. James Webb n'observe pas directement l'inflation, mais il observe ses conséquences. La distribution des galaxies les plus anciennes porte l'empreinte des fluctuations initiales amplifiées par l'expansion. En mesurant la cohérence de ces structures à grande distance, Webb fournit des contraintes indirectes sur l'ampleur et la durée de l'inflation. Une inflation plus longue implique un univers total potentiellement beaucoup plus vaste que la région observable. Dans certains modèles inflationnaires, l'univers total pourrait être immensément plus grand que l'univers observable, au point que notre région ne représenterait qu'une infime fraction d'un ensemble quasi infini. James Webb ne confirme ni n'infirme directement ces modèles, mais il teste leurs prédictions observables. Toute incohérence entre la structure observée et celle prédite par ces modèles permet de les affiner ou de les écarter. Il est également possible que l'univers total soit fini mais immensément grand. Dans ce cas, la géométrie globale pourrait être légèrement courbée de manière à fermer l'espace sur lui-même à des échelles bien supérieures à l'horizon observable. Les données de Webb, en contraignant la courbure locale avec une précision accrue, réduisent la gamme des tailles possibles pour un tel univers fini. Plus l'univers apparaît plat localement, plus sa taille minimale, s'il est fini, doit être grande. Ces considérations montrent que la notion de taille réelle de l'univers est intrinsèquement liée à des hypothèses théoriques. James Webb n'apporte pas une mesure directe de cette taille, mais il resserre l'étau autour des hypothèses possibles. Chaque contrainte supplémentaire réduit la liberté des modèles et affine notre compréhension de ce qui est plausible. Il faut aussi considérer le rôle du hasard cosmique. Nous n'observons qu'une seule réalisation de l'univers. Certaines propriétés que nous mesurons pourraient être influencées par des fluctuations statistiques propres à notre région. James Webb, en observant des volumes plus vastes, réduit l'impact de ce hasard en augmentant la taille de l'échantillon cosmique. Cela rend les conclusions sur l'échelle globale plus robustes. À mesure que ces observations s'accumulent, une image cohérente commence à émerger. L'univers observable apparaît comme une région dense en structure, homogène à grande échelle et sans signe évident de limite physique. Cette image est compatible avec un univers total beaucoup plus vaste, dont la taille réelle dépasse largement ce que nous pouvons mesurer directement. Mais cette compatibilité ne signifie pas certitude. La cosmologie reste une science fondée sur des inférences. James Webb améliore la qualité de ces inférences en réduisant les incertitudes observationnelles. Il ne supprime pas les zones d'ignorance, mais il les déplace vers des échelles encore plus grandes. Cette progression a une conséquence philosophique autant que scientifique. Plus nous mesurons précisément l'univers observable, plus il apparaît comme une portion bien définie d'un ensemble potentiellement beaucoup plus vaste. La taille que nous attribuons à l'univers devient alors moins une question de mesure directe qu'une question de cohérence théorique appuyée par des données solides. À ce stade, parler de la vraie taille de l'univers nécessite de préciser ce que l'on entend par là. S'agit-il de la taille de ce que nous pouvons observer aujourd'hui?
de la taille de ce que nous pourrons observer à l'avenir, ou de la taille totale de l'espace, indépendamment de toute observation possible. James Webb agit principalement sur la première de ces définitions, mais ses implications s'étendent aux deux autres. En affinant la taille de l'univers observable, il influence nos projections sur l'avenir. À mesure que le temps cosmique s'écoule, la frontière observable évolue. Certaines régions aujourd'hui visibles deviendront inaccessibles dans un univers dominé par l'énergie sombre car leur lumière future ne pourra plus nous atteindre. La carte cosmique que nous construisons aujourd'hui est donc une carte transitoire. James Webb participe à cette cartographie à un moment précis de l'histoire cosmique. Les données qu'il fournit sont un instantané profond, capturant l'univers à la limite de ce qui est observable maintenant. Cette capture est d'autant plus précieuse qu'elle pourrait représenter l'accès maximal que l'humanité aura jamais à certaines régions du cosmos. Cette perspective renforce l'importance de comprendre correctement l'échelle que nous mesurons. Une erreur aujourd'hui se perpétuerait dans toutes les interprétations futures. James Webb réduit ce risque en fournissant des mesures indépendantes et complémentaires à celles déjà disponibles. À mesure que la frontière observable est définie avec plus de précision, la question se déplace. Elle n'est plus seulement de savoir jusqu'où l'univers s'étend, mais de comprendre pourquoi il se structure de la manière que nous observons jusqu'à cette limite. Cette structure porte l'empreinte de conditions initiales, de lois physiques fondamentales et d'une histoire d'expansion complexe. En révélant la richesse de cette structure jusqu'aux confins observables, James Webb suggère que l'univers ne devient pas plus simple à grande échelle. Il reste organisé, cohérent et gouverné par les mêmes principes. Cette continuité est l'un des arguments les plus forts en faveur d'un univers bien plus vaste que notre horizon actuel. Mais cette continuité pose aussi une question méthodologique. Si l'univers semble identique partout où nous pouvons regarder, comment tester l'existence de régions fondamentalement différentes au-delà? La réponse réside dans la précision. Plus nos mesures sont précises, plus nous pouvons détecter de subtiles déviations par rapport aux attentes. James Webb excelle précisément dans cette détection des écarts subtils. Chaque galaxie observée près de l'horizon est un test. Chaque spectre est une vérification de la cohérence globale. Et jusqu'à présent, cette cohérence tient remarquablement bien, tout en laissant subsister des tensions suffisamment intrigantes pour justifier une exploration plus approfondie. Ainsi, la frontière de l'univers observable, loin d'être une fin, devient un outil. Elle marque la limite de notre accès direct, mais elle sert aussi de laboratoire pour tester les lois qui gouvernent l'ensemble. James Webb transforme cette frontière en un objet scientifique actif, riche d'informations. À mesure que cette exploration progresse, la notion de taille réelle de l'univers devient plus nuancée. Elle ne se résume pas à un chiffre, mais à un ensemble de contraintes, de relations et de cohérence. James Webb n'a pas livré une réponse définitive, mais il a considérablement resserré le cadre dans lequel cette réponse doit s'inscrire. Et dans ce cadre de plus en plus précis, une idée s'impose progressivement. L'univers que nous observons, aussi vaste soit-il, est probablement une fraction d'un ensemble plus grand dont la taille réelle dépasse de loin toute mesure directe. Comprendre cette fraction avec précision est la première étape indispensable pour entrevoir l'ensemble. La suite de cette exploration dépendra de la manière dont ces données seront intégrées dans des modèles cohérents. Et c'est précisément à ce niveau, celui des modèles et des simulations, que se joue désormais la compréhension finale de l'échelle cosmique révélée par James Webb. Cette intégration des données dans des modèles cohérents ouvre un nouveau champ d'analyse où l'univers n'est plus seulement observé, mais reconstruit numériquement. Les simulations cosmologiques sont devenues l'outil central pour relier les observations de James Webb à une vision globale de l'espace et du temps. Elles ne se contentent pas de reproduire ce que l'on voit. Elles testent ce qui est possible. Et c'est précisément à ce niveau que la notion de taille réelle de l'univers prend une dimension nouvelle. Une simulation cosmologique commence par des conditions initiales extrêmement simples. Une distribution presque uniforme de matière et d'énergie perturbée par de minuscules fluctuations de densité. Ces fluctuations sont mesurées avec une grande précision dans le fond diffus cosmologique. À partir de là, les lois de la physique connues sont appliquées, étape par étape, pour faire évoluer l'univers virtuel sur des milliards d'années. Gravitation, hydrodynamique, formation stellaire, rétroaction des supernovae et des trous noirs, tout est intégré dans un cadre mathématique cohérent. Avant James Webb, ces simulations étaient calibrées à partir d'observations limitées au premier des milliards d'années après le Big Bang.
Les données manquaient pour contraindre précisément les toutes premières phases de la formation des galaxies. Webb comble en partie ce vide. Il fournit des points d'ancrage observationnels à des époques où les modèles étaient jusqu'ici largement extrapolés. Cette confrontation directe révèle des écarts, qui, bien que subtils, ont des conséquences profondes. Lorsque les simulations standards sont confrontées aux galaxies très anciennes observées par Webb, certaines d'entre elles produisent trop peu de structures massives trop tôt. Pour corriger cela, il faut ajuster les paramètres initiaux ou les processus physiques. Mais ces ajustements ne sont pas locaux. Ils modifient l'évolution de l'univers à grande échelle. En modifiant la rapidité de la formation des structures, on modifie aussi la manière dont la matière se distribue dans l'espace et donc la manière dont l'univers se remplit à grande échelle. Cette redistribution a un impact direct sur l'échelle cosmique. La taille des filaments, des vides cosmiques et des amas de galaxies dépend du spectre des fluctuations initiales et de la dynamique de l'expansion. Si les premières structures se forment plus efficacement, cela peut indiquer que les fluctuations initiales avaient une amplitude légèrement différente de celle estimée ou que certaines interactions physiques ont joué un rôle plus important. Ces possibilités sont explorées à travers des familles entières de simulations. Certaines introduisent des variations dans la nature de la matière noire. Une matière noire légèrement plus chaude, par exemple, modifie la formation des petites structures, tandis qu'une matière noire plus froide favorise un effondrement plus rapide. D'autres simulations explorent des formes alternatives d'énergie sombre dont l'influence évoluerait avec le temps. James Webb ne tranche pas directement entre ces scénarios, mais il fournit des contraintes observationnelles qui éliminent les modèles incompatibles. Chaque modèle rejeté réduit l'espace des possibles pour la taille et la structure de l'univers. Plus les modèles sont contraints, plus l'échelle globale devient définie. Un aspect clé de cette reconstruction concerne la taille des volumes simulés. Les simulations cosmologiques doivent couvrir des régions suffisamment grandes pour être représentatives de l'univers. Si le volume est trop petit, les résultats sont dominés par des fluctuations locales. Si le volume est trop grand, les calculs deviennent extrêmement coûteux. Le choix de cette taille repose sur l'hypothèse que l'univers est statistiquement homogène au-delà d'une certaine échelle. Les observations de Webb, en montrant une cohérence remarquable jusqu'aux limites observables, soutiennent cette hypothèse. Cela signifie que les volumes simulés peuvent être considérés comme des échantillons valides d'un univers bien plus vaste. Cette validation indirecte renforce l'idée que l'univers total dépasse largement le domaine que nous pouvons observer. Mais cette homogénéité pose aussi une contrainte. Si l'univers est homogène sur toutes les échelles observées, alors toute fin ou toute frontière réelle devrait se situer à des échelles encore plus grandes. Dans les simulations, cela se traduit par des univers virtuels qui s'étendent bien au-delà des volumes calculés, sans variation notable de leurs propriétés statistiques. Autrement dit, les simulations n'indiquent aucun mécanisme naturel qui imposerait une taille comparable à celle de l'univers observable. Cette absence de limite intrinsèque dans les modèles physiques actuels est un point crucial. Les lois connues de la cosmologie ne fixent pas une taille maximale pour l'univers. Elles décrivent son évolution locale et globale, mais pas son extension totale. La taille réelle de l'univers devient alors un paramètre dépendant des conditions initiales et non des lois dynamiques elles-mêmes. James Webb, en affinant notre connaissance de ces conditions initiales, resserre indirectement les scénarios possibles. Par exemple, certaines versions de l'inflation prédisent des signatures spécifiques dans la distribution des galaxies à grande échelle. Webb commence à sonder ces distributions à des époques où ces signatures auraient dû se manifester. L'absence ou la présence de ces signatures permet de privilégier certaines classes de modèles inflationnaires. Dans les modèles où l'inflation est particulièrement longue, l'univers total devient immense, potentiellement bien au-delà de toute échelle concevable. Dans d'autres modèles, l'inflation est plus courte, produisant un univers fini mais encore extrêmement vaste. Les données actuelles, renforcées par Webb, tendent à favoriser des scénarios où l'inflation a été suffisante pour rendre l'univers très homogène et très étendu, sans pour autant permettre de mesurer directement sa taille totale. Cette situation place la cosmologie dans une position méthodologique particulière. Nous cherchons à déduire la taille de l'univers à partir d'une région dont nous savons qu'elle est limitée. Les simulations deviennent alors un prolongement de l'observation, un moyen d'explorer logiquement ce qui est cohérent avec ce que nous voyons. James Webb fournit les contraintes nécessaires pour que ces explorations ne soient pas arbitraires. Un autre élément important concerne la formation des vides cosmiques. Ces régions, pauvres en galaxies,
occupent la majeure partie du volume de l'univers observable. Leur taille et leur distribution sont sensibles à l'histoire de l'expansion. Webb, en observant des galaxies très lointaines, permet de cartographier les premiers stades de ces vides. Les simulations montrent que la croissance des vides est liée à la taille globale de l'univers simulé. Des vides plus grands et plus nombreux sont compatibles avec des univers plus étendus. Les premières comparaisons suggèrent que la structure observée par Webb est compatible avec des univers dont l'extension dépasse largement le volume observable actuel. Cela ne prouve pas que l'univers est infini, mais cela indique que, s'il est fini, sa taille minimale doit être considérablement plus grande que ce que nous pouvons voir. Cette conclusion se renforce lorsqu'on examine les corrélations à grande échelle entre les structures. Certaines corrélations mesurées s'étendent sur des distances proches de l'horizon observable. Leur existence implique que les conditions initiales étaient corrélées sur des échelles encore plus grandes. Dans les simulations, reproduire ces corrélations nécessite souvent un univers globalement plus vaste que la région étudiée. James Webb, en confirmant l'existence de ces corrélations à des époques très anciennes, renforce l'idée que l'univers primordial possédait déjà une cohérence à très grande échelle. Cette cohérence est difficile à expliquer dans un univers de taille comparable à l'horizon observable. Elle s'explique plus naturellement dans un univers beaucoup plus étendu. À ce stade, il devient clair que la question de la taille réelle de l'univers ne peut pas être séparée de celle de son origine. Les mécanismes qui ont produit les conditions initiales déterminent l'échelle globale. James Webb, en observant les conséquences directes de ces mécanismes, agit comme un test indirect de scénarios très précoces, bien antérieurs à toute formation de galaxies. Il faut toutefois rester prudent. Les simulations reposent sur des approximations. Certains processus physiques, comme la formation détaillée des étoiles ou l'influence précise des champs magnétiques, sont modélisés de manière simplifiée. James Webb met parfois en évidence des comportements qui suggèrent que ces approximations doivent être améliorées. Ces améliorations peuvent à leur tour influencer les conclusions sur l'échelle globale. Mais même en tenant compte de ces incertitudes, une tendance se dégage. Les modèles qui s'accordent le mieux avec les données de Webb sont ceux qui décrivent un univers vaste, homogène et sans frontières observables. La taille réelle de cet univers n'est pas fixée par les données, mais elle est repoussée vers des échelles de plus en plus grandes. Ce déplacement progressif de la limite conceptuelle est l'un des apports majeurs de James Webb. Il ne révèle pas une taille précise, mais il montre que toute taille modeste devient de plus en plus difficile à justifier. Chaque nouvelle observation éloigne la possibilité d'un univers dont l'extension serait proche de ce que nous voyons. À mesure que les simulations intègrent ces nouvelles contraintes, elles deviennent des outils prédictifs plus puissants. Elles permettent d'anticiper ce que Webb et les futurs observatoires devraient avoir s'ils continuent à sonder les limites observables. Toute divergence future entre prédiction et observation fournira des indices supplémentaires sur l'échelle réelle de l'univers. Ce processus itératif, où observation et simulation se répondent, est au cœur de la cosmologie moderne. James Webb a accéléré ce cycle en fournissant des données à des époques jusque-là inaccessibles. En faisant cela, il a déplacé la question de la taille de l'univers d'un débat principalement théorique vers un problème progressivement contraint par les faits. La vision qui se dessine est celle d'un univers dont la portion observable est une coupe locale dans une structure bien plus vaste. Cette structure obéit à des lois simples, mais ses dimensions dépassent largement toute échelle directement mesurable. Comprendre cette disproportion entre ce que nous voyons et ce qui existe réellement devient alors l'un des défis centraux de la cosmologie. Et ce défi conduit naturellement à une dernière interrogation, plus fondamentale encore. Si l'univers est effectivement bien plus vaste que ce que nous pouvons observer, quelles sont les limites ultimes de ce que la science peut en dire ? Jusqu'où les données de James Webb et de ceux qui lui succéderont peuvent-elles transformer une question sur l'infini en un problème scientifique rigoureusement encadré ? Cette interrogation sur les limites ultimes de l'observation introduit une dimension essentielle de la cosmologie moderne, la distinction entre ce qui est observable et ce qui est connaissable. James Webb nous montre la portion de l'univers à laquelle nous avons accès aujourd'hui, mais il nous confronte aussi à la réalité qu'au-delà de cette sphère, aucune information directe ne nous parvient encore. La lumière qui pourrait révéler davantage n'a tout simplement pas eu le temps de nous atteindre depuis le Big Bang. Pourtant, cette frontière n'est pas seulement un obstacle technique, elle encode des informations fondamentales sur l'expansion, la géométrie et l'histoire du cosmos.
La précision de Webb dans le décalage vers le rouge et la spectroscopie permet d'inférer la densité de matière et la composition des galaxies lointaines avec un détail inédit. Ces mesures éclairent non seulement la formation stellaire et la chimie des premiers astres, mais aussi la dynamique de l'univers à des échelles vastes. Chaque spectre analysé devient un indicateur indirect des conditions qui régissaient l'espace bien au-delà de la sphère observable. La lumière qui arrive aujourd'hui a traversé des milliards d'années-lumière, traversant des filaments et des vides, et chaque variation subtile dans sa trajectoire renseigne sur la distribution de la masse et la courbure de l'espace. Ces observations alimentent directement les modèles cosmologiques numériques. Dans ces simulations, les astronomes testent des ensembles d'hypothèses. Comment la matière noire a-t-elle influencé la formation des premières galaxies? Comment l'énergie sombre a-t-elle modulé l'expansion à différentes époques? Les données de Webb permettent de confronter ces modèles à la réalité en éliminant progressivement les scénarios incompatibles et en affinant ceux qui restent plausibles. La taille de l'univers observable devient alors un paramètre contraint, intégré dans un réseau complexe de relations physiques. Parallèlement, la cohérence statistique des galaxies à grande distance indique que la structure de l'univers s'étend de manière continue, même aux confins de ce que nous pouvons observer. La présence de filaments interconnectés, de superamas et de vides cosmiques cohérents suggère que la dynamique qui régit ces structures est valable à une échelle encore plus vaste. Chaque corrélation, chaque motif statistique que Webb détecte agit comme un jalon, repoussant l'hypothèse d'une limite physique à des distances encore plus éloignées. Mais ces limites théoriques soulèvent une question subtile. Même si l'univers est immense, voire infini, notre compréhension reste dépendante de la lumière qui nous parvient. Nous pouvons déduire la distribution et la taille des structures uniquement à partir de ce que nous voyons, ce qui implique une frontière conceptuelle. L'observable et le réel ne coïncident pas parfaitement, mais Webb réduit l'écart en offrant une vision plus complète et plus précise de l'univers à grande distance. Chaque galaxie détectée à des décalages extrêmes devient une pièce d'un puzzle cosmique qui dépasse largement notre sphère d'observation immédiate. La précision accrue dans la mesure des distances et des masses stellaires modifie aussi la manière dont nous concevons la densité et la composition globale de l'univers. Des observations récentes indiquent que des galaxies massives et structurées existaient beaucoup plus tôt que prévu, ce qui suggère une efficacité de formation des structures supérieure au modèle standard. Cette constatation a des conséquences directes pour l'échelle globale. Un univers capable de produire de telles structures rapidement nécessite un volume suffisant pour accueillir cette complexité dès les premiers milliards d'années. En parallèle, les mesures de la lentille gravitationnelle fournissent des cartes indirectes de la matière noire, révélant un maillage complexe qui relie des amas et des galaxies sur des distances considérables. Webb permet d'étudier ce maillage à des profondeurs jamais atteintes, fournissant une image tridimensionnelle des réseaux cosmiques à différentes époques. La taille et l'étendue de ces réseaux corroborent l'idée d'un univers très vaste et homogène sur des échelles qui dépassent largement l'horizon observable. La question de l'énergie sombre reste également centrale. Sa domination progressive sur l'univers a ralenti la formation des structures à partir d'un certain moment, mais elle a également accéléré l'expansion de l'espace. Les observations de Webb permettent d'estimer le moment précis de cette transition et d'analyser comment elle a influencé la distribution des galaxies. Cette analyse influence directement les modèles qui projettent la taille réelle de l'univers total, en confirmant que l'espace devait déjà être suffisamment étendu pour permettre l'organisation des grandes structures observées. À mesure que les données s'accumulent, il devient clair que la taille réelle de l'univers ne peut pas être réduite à un chiffre simple. Elle résulte d'une intégration complexe de l'histoire de l'expansion, de la croissance des structures et de la distribution de la matière visible et invisible. Webb nous fournit les éléments nécessaires pour construire cette image de manière plus précise, mais elle reste intrinsèquement dépendante de modèles et d'inférences. Cette approche montre que mesurer l'univers n'est pas seulement une question d'étendue physique, mais aussi de cohérence entre des observations disparates. Chaque galaxie, chaque amas et chaque filament observé par Webb devient une contrainte supplémentaire. L'univers observable, loin d'être une sphère arbitraire, apparaît comme une portion intégrée d'un ensemble probablement beaucoup plus vaste. Pourtant, cette cohérence soulève une question fondamentale. Jusqu'où l'univers se prolonge-t-il réellement? Webb ne peut pas observer au-delà de l'horizon, mais il nous permet de tester la plausibilité de différents scénarios d'extension. Les modèles compatibles
avec les observations actuelles, suggère un univers qui s'étend bien au-delà de notre vision immédiate, mais dont les contours exacts restent indéfinis. Ainsi, James Webb ne donne pas une taille définitive de l'univers, mais il transforme radicalement notre approche de cette question. Il déplace le débat de la spéculation vers des inférences fondées sur des observations robustes, en repoussant la frontière de ce que nous pouvons savoir. Chaque découverte à grande distance, chaque spectre analysé, chaque corrélation mesurée contribue à affiner notre vision tout en maintenant ouvertes des perspectives fascinantes sur ce qui se cache au-delà. La question ultime reste donc, si l'univers observable est une fraction d'un ensemble bien plus vaste, quelles lois et quelles structures dominent au-delà de l'horizon? Et comment les futures observations, combinées à celles de Webb, pourront-elles rapprocher cette région inaccessible de notre compréhension scientifique? Ces interrogations sur ce qui se trouve au-delà de l'horizon observable nous ramènent à la relation fondamentale entre espace, temps et information. L'univers n'est pas seulement un lieu où se trouvent des galaxies, il est un enregistrement dynamique de l'histoire de la matière et de l'énergie depuis le Big Bang. James Webb agit comme un instrument capable de lire ces archives à des profondeurs inédites. Chaque photon capté raconte non seulement l'histoire d'une étoile ou d'une galaxie, mais aussi la manière dont l'espace qui la contient a évolué. Cette lecture indirecte de l'univers total, bien que limitée à la portion observable, permet de tester la cohérence des modèles cosmologiques sur des milliards d'années-lumière. Les simulations cosmologiques jouent ici un rôle central. Elles servent à extrapoler ce que l'on ne peut pas mesurer directement en s'appuyant sur les lois de la gravité, de la physique des particules et sur la dynamique de l'expansion cosmique. Les volumes simulés doivent être suffisamment grands pour représenter la statistique de l'univers observable, mais aussi pour projeter au-delà dans des régions encore inaccessibles. Webb fournit les points d'ancrage essentiels pour valider ces simulations: la distribution des galaxies anciennes, la morphologie des filaments, la masse et l'étendue des halos de matière noire. Chaque donnée permet de calibrer les modèles et de réduire l'incertitude sur la taille totale possible de l'univers. Un aspect crucial de ces simulations concerne les corrélations à grande échelle. Les galaxies, même aux confins de l'univers observable, montrent des alignements et des régularités qui reflètent les conditions initiales du cosmos. Ces corrélations statistiques ne peuvent pas être reproduites dans un univers trop petit. Elles suggèrent que le volume total est au minimum plusieurs fois supérieur à ce que nous pouvons observer. James Webb permet d'étudier ces corrélations avec une précision inégalée, repoussant la limite de nos inférences. La matière noire joue un rôle tout aussi déterminant. Sa présence invisible façonne les structures visibles à toutes les échelles. Webb, en mesurant l'effet des lentilles gravitationnelles sur la lumière des galaxies lointaines, cartographie la distribution de cette matière invisible. La complexité et l'étendue des réseaux de matière noire observés indiquent que l'univers doit être suffisamment vaste pour contenir des filaments interconnectés sur des centaines de millions d'années-lumière. Cela ne fixe pas une limite supérieure, mais elle impose un seuil minimal à la taille réelle de l'univers. L'énergie sombre ajoute une autre dimension à cette analyse. Sa domination progressive sur l'expansion a ralenti la formation de nouvelles structures et étendu l'espace à des vitesses croissantes. Les galaxies que Webb observe témoignent de la phase précédant cette domination, lorsqu'elles se sont formées dans un univers plus dense. Comprendre le moment précis de cette transition permet de reconstruire la dynamique de l'univers et d'en déduire des contraintes sur sa taille globale. Une énergie sombre légèrement différente ou une transition plus précoce pourrait signifier un univers encore plus étendu que ce que nous extrapolons aujourd'hui. Les vides cosmiques, observés à grande distance, offrent un autre indice. Ces régions apparemment vides représentent la majeure partie du volume de l'univers observable. Leur taille et leur distribution reflètent la dynamique de l'expansion et l'organisation de la matière. Les vides les plus grands détectés par Webb correspondent à des volumes qui ne peuvent exister que dans un univers très vaste. Ils montrent que la cohérence structurelle s'étend jusqu'aux limites de notre horizon, renforçant l'idée d'un cosmos bien plus étendu que ce que nous voyons. La combinaison de tous ces éléments, corrélation à grande échelle, distribution de la matière noire, samati, formation précoce des galaxies, vide cosmique et influence de l'énergie sombre, fournit une image de plus en plus précise de l'univers observable. Cette image ne révèle pas les frontières ultimes, mais elle délimite un cadre dans lequel toute extrapolation raisonnable doit s'inscrire. James Webb, en affinant ses mesures,
resserre progressivement les bornes théoriques de ce que l'on peut considérer comme plausible. Mais même avec ces observations, l'univers total peut rester largement inconnu. Les modèles les plus plausibles suggèrent qu'il est immensément plus grand que la portion observable, mais la preuve directe nous échappe encore. Les données actuelles permettent de tester uniquement les hypothèses qui laissent l'univers cohérent avec les structures observées. Webb n'apporte pas de réponse définitive sur l'infini ou la fin, mais il réduit l'incertitude et met en lumière les contraintes qui doivent être respectées pour que l'univers soit conforme aux lois physiques que nous connaissons. La portée de ces découvertes dépasse la simple mesure d'échelle. Elle redéfinit la manière dont nous concevons notre place dans le cosmos. L'univers observable devient une fenêtre étroite mais extrêmement informative sur un espace potentiellement gigantesque, et chaque observation de Webb renforce l'idée que ce que nous voyons n'est qu'une fraction d'un ensemble beaucoup plus vaste. La taille réelle de l'univers ne se réduit donc pas à une distance mesurable, mais à un réseau complexe de contraintes physiques, statistiques et dynamiques. Cette perspective conduit à une question ultime, autant philosophique que scientifique. Si l'univers observable est seulement une portion d'un ensemble bien plus vaste, quelles structures, quelles lois ou quelles surprises peuvent exister au-delà de ce que nous pouvons mesurer? James Webb ne peut pas répondre directement, mais il nous montre comment repousser les limites de la connaissance et comment chaque photon observé, chaque spectre analysé, nous rapproche d'une compréhension plus complète de l'échelle véritable de l'univers. Et tandis que cette exploration progresse, il devient clair que la quête de la taille réelle de l'univers est autant une aventure conceptuelle qu'un défi technique. Webb n'a fait que commencer à ouvrir cette fenêtre, et les implications de ces observations continueront de guider la cosmologie pendant des décennies. Chaque donnée mesurée rapproche l'humanité de la possibilité de comprendre non pas un simple horizon observable, mais l'architecture profonde d'un cosmos vaste, cohérent et complexe, dont la véritable étendue dépasse largement tout ce que nous pouvons voir aujourd'hui. Cette quête de compréhension nous pousse également à repenser la nature même de l'espace et du temps. L'univers n'est pas un simple conteneur où se trouvent des galaxies, il est un tissu dynamique qui se dilate, se courbe et se structure selon des lois fondamentales. James Webb, en observant des galaxies extrêmement lointaines, nous permet de mesurer directement comment ce tissu a évolué au fil du temps cosmique. Chaque observation devient une preuve tangible de la manière dont l'espace-temps s'étend et de la façon dont la matière et l'énergie s'y distribuent. Ces informations sont cruciales pour évaluer la taille réelle de l'univers et pour comprendre les limites de ce qui peut être observé ou inféré. La cartographie des filaments et des superamas par Webb révèle que la structure à grande échelle de l'univers est remarquablement cohérente même aux confins de l'observable. Les filaments de galaxies interconnectées semblent suivre un motif qui reflète directement les fluctuations de densité primordiale, amplifiées par la gravité et modulées par l'expansion cosmique. Cette cohérence implique que la portion observée n'est pas une anomalie locale, mais un échantillon représentatif de l'univers à une échelle encore plus vaste. Chaque filament, chaque amas détecté, agit comme un témoin de l'organisation globale du cosmos. Parallèlement, la spectroscopie détaillée de Webb permet d'étudier la chimie et la composition des premières des galaxies. La présence d'éléments lourds très tôt dans l'histoire de l'univers indique que la formation stellaire a été efficace dès les premières centaines de millions d'années. Cette efficacité impose des contraintes sur le volume global nécessaire pour que ces processus se déroulent sans contradiction avec la densité moyenne de matière et la distribution statistique des structures. Autrement dit, un univers trop petit ne pourrait pas contenir ces galaxies anciennes sans violer les principes physiques observés. La matière noire demeure un facteur clé dans cette évaluation. Elle constitue le squelette invisible sur lequel la matière baryonique se construit. Webb, en exploitant les effets de lentilles gravitationnelles, cartographie ces halos massifs et révèle leur étendue. Les réseaux de matière noire interconnectés sont si vastes que leur cohérence implique un univers total beaucoup plus étendu que la portion observable. Chaque corrélation gravitationnelle détectée renforce l'idée d'une continuité structurelle sur des distances largement supérieures à ce que nous pouvons observer directement. L'énergie sombre joue un rôle complémentaire. Sa domination progressive influence l'expansion et limite la croissance des structures à des échelles locales. En mesurant la distribution des galaxies et des vides cosmiques, Webb fournit des indices sur le moment exact où l'énergie sombre est devenue prépondérante. Cette information permet d'affiner les modèles de croissance des structures et, indirectement, de contraindre la taille minimale nécessaire
pour que les grandes structures observées aient pu se former. Les simulations cosmologiques, alimentées par les données de Webb, montrent que l'univers doit être immense pour reproduire la distribution observée des galaxies et des filaments. Ces simulations permettent de tester différents scénarios, variation de la matière noire, modification des paramètres d'inflation, ajustement de l'énergie sombre. Les modèles compatibles avec les observations montrent un univers vaste, homogène et cohérent, renforçant l'idée que la taille réelle de l'univers dépasse largement le volume observable. Mais ces résultats introduisent aussi une nuance importante, la distinction entre infini et immense. Webb ne confirme ni ne nie l'infinité de l'univers. Il montre cependant que toute tentative de réduire la taille totale à des dimensions comparables à l'univers observable devient de plus en plus difficile à justifier. La cohérence des structures, la formation précoce des galaxies et la continuité des filaments exigent un volume global bien supérieur. L'étude des vides cosmiques par Webb complète ce tableau. Les vides représentent la majeure partie du volume observable et leur taille reflète l'histoire de l'expansion. Plus les vides sont grands et uniformément distribués, plus l'univers doit être vaste pour que ces structures soient statistiquement cohérentes. Les observations de Webb montrent que même aux confins de l'horizon, les vides suivent des régularités prévisibles, suggérant une continuité qui dépasse la portion observable. Cette continuité structurelle entraîne une implication majeure pour la taille réelle de l'univers. Si les structures se prolongent sans rupture apparente jusqu'aux limites observables, il est plausible qu'elles continuent au-delà. Webb permet ainsi de tester indirectement l'échelle globale de l'univers en étudiant les motifs et corrélations à la limite de l'observable. Chaque galaxie distante, chaque filament mesuré devient un indicateur du volume nécessaire pour que l'univers reste cohérent. Les observations de Webb ont également un impact sur la compréhension de l'inflation cosmique. La distribution des galaxies à grande distance reflète les fluctuations initiales du cosmos. La cohérence de ces structures sur des centaines de millions d'années-lumière implique que l'inflation a produit un univers beaucoup plus vaste que l'univers observable, alignant les observations avec les prédictions de modèles inflationnaires prolongés. Webb fournit ainsi un lien concret entre des processus du tout début de l'histoire cosmique et la structure actuelle du cosmos. La synthèse de ces observations et modèles conduit à une vision de l'univers comme un espace vaste, structuré et en grande partie inconnu au-delà de l'horizon observable. James Webb ne révèle pas la taille exacte de l'univers, mais il fixe des contraintes solides qui repoussent vers le haut les limites plausibles de son étendue. Chaque spectre analysé, chaque filament détecté, chaque corrélation observée contribue à dessiner une image plus cohérente et plus étendue que jamais de la portion de cosmos que nous pouvons mesurer. Ainsi, la véritable dimension de l'univers devient une question de cohérence globale, d'organisation structurelle et d'histoire cosmique. Webb agit comme un guide dans cet espace, transformant des observations locales en inférences sur un ensemble beaucoup plus vaste. Les données accumulées repoussent la notion de taille vers un domaine où l'infini devient une possibilité ou du moins un concept nécessaire pour maintenir la cohérence scientifique. La prochaine étape dans cette exploration consistera à combiner les mesures de Webb avec celles des futurs observatoires et des simulations encore plus détaillées. L'objectif sera de prolonger la reconstruction de l'univers au-delà de ce que nous pouvons voir, de tester les limites de l'inflation, de la matière noire et de l'énergie sombre et de rapprocher progressivement notre compréhension de la véritable échelle du cosmos. Chaque observation devient ainsi un outil pour explorer ce qui, aujourd'hui, reste encore hors de portée, mais qui demain pourrait se révéler à travers la continuité et la structure que Webb a commencé à révéler. Au fur et à mesure que cette exploration progresse, il devient évident que la taille réelle de l'univers ne peut être dissociée de sa complexité dynamique. James Webb ne se limite pas à révéler des galaxies anciennes. Il expose les liens invisibles qui relient ces galaxies entre elles à travers la matière noire et la gravité et qui façonnent la structure à grande échelle. Chaque filament découvert, chaque amas lointain observé, illustre une organisation qui se prolonge bien au-delà de l'horizon observable. La constance de ces motifs implique que l'univers total doit être suffisamment vaste pour maintenir la cohérence statistique sur des distances qui dépassent de loin ce que nous pouvons mesurer directement. Les implications de ces observations sont également cruciales pour la compréhension de la chronologie cosmique. Les galaxies lointaines ne sont pas seulement des objets isolés, elles sont les témoins d'un temps révolu, d'une époque où l'univers était beaucoup plus dense et où les interactions gravitationnelles étaient de plus intenses.
L'étude de leur formation, de leur masse et de leur composition chimique permet de reconstruire l'évolution globale de la matière et de l'énergie. Cette reconstruction, à son tour, contraint les modèles de croissance structurelle et impose une échelle minimale à l'univers nécessaire pour contenir ces premières structures sans contradiction. La distribution des vides cosmiques observée par Webb apporte un argument supplémentaire. Ces régions, largement dépourvues de galaxies, constituent une part majeure du volume observable. Leur existence et leur régularité statistique suggèrent que l'univers total doit être immensément plus vaste. Les simulations qui reproduisent fidèlement la taille et la densité de ces vides indiquent que l'extension globale du cosmos dépasse plusieurs fois le volume de la portion observable. Chaque vide cartographié devient donc un indicateur indirect de l'échelle réelle de l'univers. James Webb joue également un rôle central dans la compréhension des premières générations stellaires et de leur impact sur l'univers. La présence d'éléments lourds dans des galaxies très anciennes révèle que la nucléosynthèse stellaire était active très tôt, ce qui nécessite non seulement un nombre suffisant d'étoiles massives, mais aussi un environnement spatial assez vaste pour héberger ces étoiles et permettre leur dispersion chimique. Cela renforce l'idée que l'univers était déjà étendu et structuré à un stade très précoce, bien avant que les galaxies elles-mêmes ne se soient pleinement formées. La matière noire et l'énergie sombre continuent de structurer cette interprétation. La matière noire façonne les filaments et les halos galactiques, tandis que l'énergie sombre module l'expansion à des échelles encore plus grandes. Webb, en observant la répartition des galaxies et les effets gravitationnels sur la lumière lointaine, fournit des mesures essentielles pour contraindre ces composantes invisibles. La combinaison de ces informations permet de construire un modèle cohérent de l'univers observable et, par extrapolation, de l'univers total. Cette cohérence entre observation et simulation est essentielle pour repousser la question de la taille de l'univers au-delà de l'horizon observable. Les modèles qui s'accordent le mieux avec les données de Webb montrent un cosmos vaste, homogène et continu où les structures observées ne peuvent pas exister de manière isolée dans un volume restreint. Chaque galaxie distante, chaque filament cartographié, chaque corrélation à grande échelle valide l'hypothèse d'un univers dont l'extension dépasse largement ce que nous pouvons voir. La question de la taille réelle de l'univers devient alors intrinsèquement liée à sa cohérence structurelle. Webb montre que l'espace observable est une fraction d'un ensemble beaucoup plus vaste, et que pour que les lois de la physique, la distribution de la matière et la formation des structures soient cohérentes, l'univers total doit posséder une ampleur considérable. Les observations actuelles repoussent donc vers le haut toute estimation réaliste de la taille globale. Cependant, malgré ces avancées, certaines incertitudes subsistent. La nature exacte de l'énergie sombre, la distribution fine de la matière noire et les processus physiques à l'échelle stellaire et galactique influencent la projection de l'univers total. James Webb ne résout pas toutes ces questions, mais il fournit des données qui permettent de réduire progressivement l'incertitude et de tester la plausibilité de différents scénarios d'extension cosmique. En combinant les informations sur la formation précoce des galaxies, la distribution des filaments et des vides, et l'effet des composantes invisibles comme la matière noire et l'énergie sombre, Webb transforme notre compréhension de l'univers observable en un outil pour extrapoler l'univers total. Chaque observation agit comme un test de cohérence, contraignant les modèles théoriques et déplaçant les limites de ce qui peut être considéré comme plausible. L'univers apparaît ainsi non seulement vaste, mais également structuré, selon des principes qui se prolongent au-delà de notre horizon. La prochaine étape consiste à prolonger cette cartographie par des observations encore plus profondes et par des simulations plus précises, capables d'intégrer les nouvelles données. L'objectif n'est pas seulement de mesurer l'extension de l'univers observable, mais de comprendre la taille réelle de l'univers total et la cohérence des lois qui le gouvernent sur des échelles immensément plus grandes. James Webb a ouvert cette fenêtre avec une précision inédite, mais le travail pour extrapoler au-delà de l'horizon observable ne fait que commencer. Cette exploration soulève également des questions fondamentales sur la nature de l'infini et sur les limites de ce qui peut être scientifiquement connu. L'univers observable est limité par la vitesse de la lumière et l'âge cosmique, mais les données de Webb permettent de tester des hypothèses sur ce qui se trouve au-delà. Chaque galaxie distante, chaque filament mesuré, chaque spectre analysé devient un indicateur de la structure et de l'ampleur possible de l'univers total.
La science progresse en repoussant ses limites, en transformant des zones d'ignorance en contraintes et en repères pour l'interprétation future. Ainsi, James Webb ne fournit pas une mesure définitive de la taille de l'univers, mais il définit un cadre rigoureux pour l'estimer. Les observations actuelles indiquent que l'univers est vaste, cohérent et structuré, et que la portion observable ne représente qu'une fraction d'un ensemble beaucoup plus grand. Chaque donnée, chaque corrélation observée, chaque modèle validé contribue à construire une vision de l'univers où la taille réelle est repoussée vers des échelles que l'humanité n'avait encore jamais envisagées. Et alors que cette exploration continue, il devient évident que comprendre la taille réelle de l'univers n'est pas seulement une question de chiffres ou de distance, mais une enquête sur la cohérence, l'histoire et la structure du cosmos lui-même. James Webb a transformé cette enquête en une démarche concrète, offrant des données qui repoussent les limites de notre horizon et ouvrent la voie à une compréhension toujours plus complète de l'univers dans son ensemble. Cette démarche soulève également des implications profondes pour notre conception de l'espace et du temps. L'univers ne peut plus être considéré simplement comme un ensemble statique de galaxies dispersées dans un vide. Chaque observation de Webb révèle un tissu complexe où l'espace lui-même se dilate et se structure selon des lois physiques cohérentes. Les filaments interconnectés, les amas massifs et les vides cosmiques ne sont pas des anomalies ponctuelles. Ils témoignent d'un ordre à grande échelle qui s'étend bien au-delà de ce que nous pouvons observer. Cette continuité structurelle suggère que l'univers total possède une étendue telle que sa cohérence est maintenue sur des distances immensément supérieures à celles de la portion observable. L'étude de la lumière des galaxies très lointaines offre également un aperçu direct de la dynamique des premiers instants du cosmos. Chaque photon que Webb capte a voyagé des milliards d'années-lumière, et portant avec lui l'information sur les conditions initiales, la formation des étoiles et la distribution de la matière. En analysant la composition chimique, la masse et la luminosité de ces galaxies primitives, les astronomes peuvent reconstruire la chronologie de la formation stellaire et galactique. Cette reconstruction révèle que l'univers était déjà organisé à grande échelle bien avant la formation des structures visibles que nous observons aujourd'hui, confirmant qu'un volume global étendu était nécessaire pour accueillir cette complexité. La matière noire continue de jouer un rôle déterminant dans cette compréhension. Les cartes gravitationnelles générées par les effets de lentilles permettent de visualiser le réseau invisible qui soutient les galaxies et les filaments. Les structures détectées à des distances extrêmes montrent une connectivité et une continuité qui seraient impossibles dans un univers de petite taille. Chaque corrélation gravitationnelle observée par Webb renforce l'idée que la portion observable n'est qu'une fraction d'un ensemble bien plus vaste, et que la véritable étendue du cosmos excède de loin ce que nous pouvons mesurer directement. L'énergie sombre, en régissant l'expansion accélérée de l'univers, ajoute une autre dimension à cette évaluation. Son influence sur la croissance des structures et sur la dynamique des vides cosmiques permet de tester les modèles de densité globale et de distribution de la matière. Webb, en observant les galaxies et les filaments sur des échelles colossales, fournit des indices précis sur la manière dont l'énergie sombre a modulé l'expansion à travers le temps. Ces observations renforcent les hypothèses selon lesquelles l'univers total est immensément plus étendu que l'univers observable. Les simulations cosmologiques, intégrant toutes ces observations, permettent de projeter la cohérence structurelle bien au-delà des limites actuelles de la vision humaine. Elles montrent que pour reproduire la distribution des galaxies, des filaments et des vides tels que mesurés par Webb, l'univers doit posséder une étendue globale considérablement plus grande. Cette approche de modélisation ne se contente pas de représenter l'univers observable. Elle explore les conditions plausibles pour l'ensemble du cosmos en utilisant les données comme point d'ancrage pour valider ou rejeter des scénarios d'extension. Un aspect essentiel de cette extrapolation concerne les corrélations à très grande échelle. Les filaments et les superamas détectés par Webb montrent des motifs répétitifs et des alignements qui reflètent les fluctuations initiales de densité du cosmos primordial. Ces corrélations ne peuvent exister que si l'univers total possède une cohérence statistique sur des distances bien plus grandes que l'horizon observable. Chaque galaxie distante et chaque filament étudié devient ainsi un témoin indirect de l'étendue globale du cosmos, et chaque mesure renforce l'hypothèse d'un univers vaste, structuré et continu. La question de la formation des premières étoiles et des éléments lourds s'intègre également dans cette analyse.
La présence d'éléments tels que le carbone et l'oxygène dans des galaxies anciennes implique une nucléosynthèse stellaire active très tôt. Pour que ces processus se produisent à une échelle cosmique sans contradiction statistique, l'univers devait déjà posséder un volume suffisant pour héberger ces galaxies, leurs étoiles et leur enrichissement chimique. Webb confirme que ces conditions étaient remplies, renforçant encore l'idée d'un univers globalement étendu. À mesure que ces observations s'accumulent, la distinction entre l'univers observable et l'univers total devient de plus en plus nette. L'observable n'est plus simplement la portion que la lumière nous permet de voir. Il est devenu un instrument de mesure, un échantillon représentatif d'un ensemble plus vaste et cohérent. Chaque filament, chaque amas et chaque vide cartographié par Webb est une pièce d'un puzzle qui s'étend bien au-delà de notre horizon. L'échelle réelle de l'univers, bien que non mesurable directement, peut ainsi être déduite par cohérence, structure et dynamique. Enfin, ces analyses soulignent que la taille réelle de l'univers n'est pas seulement une question de distance ou de volume. Elle est intrinsèquement liée à la cohérence des lois physiques, à la continuité de la structure et à l'histoire de la formation des galaxies. James Webb ne fournit pas une réponse définitive, mais il construit un cadre rigoureux où l'extension du cosmos peut être estimée avec précision en repoussant la limite de ce que nous pouvons inférer. Chaque observation devient un jalon dans la quête de compréhension de l'univers total, révélant que ce que nous percevons n'est qu'une fraction d'un ensemble immensément plus vaste, complexe et structuré. Alors que nous continuons à analyser les données de Webb et à affiner les simulations cosmologiques, une question fondamentale demeure. Jusqu'où s'étend réellement l'univers et quelles structures ou lois attendent d'être découvertes au-delà de l'horizon observable? Chaque galaxie lointaine, chaque filament détecté, chaque spectre analysé rapproche progressivement la science de la possibilité de répondre à cette question et transforme notre compréhension de l'univers observable en une exploration de l'univers réel, vaste et cohérent. À mesure que l'analyse se poursuit, une dimension supplémentaire de compréhension se révèle, la nature des fluctuations initiales et leur rôle dans l'architecture globale de l'univers. Les mesures de Webb sur les galaxies extrêmement lointaines montrent des variations de densité qui reflètent les conditions du cosmos primordial, seulement quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Ces fluctuations, amplifiées par la gravité et modulées par l'expansion, ont donné naissance aux structures observables aujourd'hui, amas, filaments et vides. Comprendre ces variations est crucial, car elles déterminent non seulement la forme des structures locales, mais également la cohérence et l'ampleur de l'univers sur des échelles bien plus grandes que l'horizon observable. Les simulations cosmologiques utilisent ces fluctuations comme point de départ. Elles permettent de tester comment un ensemble de conditions initiales données se traduit en une distribution de galaxies et de filaments à différentes époques. Webb offre un contrôle inédit sur ces modèles. Les galaxies observées à des décalages vers le rouge extrême fournissent des points de comparaison directs avec les prédictions théoriques. Là où les observations et les modèles coïncident, la confiance dans la validité des extrapolations au-delà de l'horizon augmente. Là où elles divergent, de nouvelles hypothèses doivent être envisagées. C'est précisément cette interaction entre données et modèles qui affine notre estimation de la taille réelle de l'univers. La complexité des filaments interconnectés met en évidence un principe fondamental. L'univers doit être suffisamment vaste pour permettre l'existence simultanée de structures cohérentes à grande échelle. Les filaments détectés par Webb montrent des alignements et des corrélations qui s'étendent sur des centaines de millions d'années-lumière. Leur continuité et leur uniformité indiquent que l'univers total ne peut pas être restreint à une dimension comparable à l'univers observable. Il doit s'étendre bien au-delà, permettant aux structures de se former et de se maintenir de manière stable. La matière noire reste au cœur de cette analyse. Les observations de lentilles gravitationnelles permettent de reconstruire la distribution de cette matière invisible, révélant un maillage cosmique qui supporte et relie les galaxies observées. Les filaments de matière noire sont souvent plus étendus que les structures visibles qu'ils soutiennent, ce qui implique que la portion observée n'est qu'une manifestation locale d'un réseau beaucoup plus vaste. Webb fournit des indices sur la densité et l'étendue de ces filaments à des époques très reculées, confirmant que l'univers devait être déjà immensément étendu pour accueillir cette organisation complexe. L'énergie sombre, quant à elle, influence la dynamique globale en accélérant l'expansion de l'espace. Les galaxies et les filaments lointains observés par Webb témoignent des phases où cette influence était moindre, permettant à la gravité de structurer la matière de manière efficace.
En corrélant ces observations avec les modèles d'expansion, les cosmologistes peuvent reconstruire l'évolution de l'univers et estimer indirectement la taille nécessaire pour que les structures observées soient possibles et cohérentes. Chaque observation lointaine devient ainsi un outil pour contraindre non seulement l'histoire de l'univers, sa tindi sablière, mais aussi son étendue globale. Les vides cosmiques jouent un rôle complémentaire dans cette évaluation. Les régions dépourvues de galaxies constituent une part majeure du volume cosmique et leur régularité statistique impose une cohérence globale. Les simulations montrent que pour que ces vides existent avec les tailles et la distribution mesurées, l'univers doit posséder un volume bien supérieur à celui de la portion observable. Webb fournit des cartes détaillées de ces vides à différentes époques, renforçant la nécessité d'un cosmos vaste et homogène. L'interaction de tous ces éléments, fluctuations initiales, filaments de matière noire ou énergie sombre, vide cosmique et formation précoce des galaxies, définit un cadre cohérent pour estimer la taille réelle de l'univers. Chaque observation ne fournit pas seulement un point de données isolé, mais s'intègre dans un réseau complexe de contraintes permettant de repousser les limites de ce qui est plausible. James Webb agit comme un instrument capable de transformer l'univers observable en un laboratoire pour tester la cohérence globale et l'extension probable du cosmos. Cette méthodologie conduit à une conclusion essentielle. La taille réelle de l'univers n'est pas un simple chiffre, mais une propriété émergente des interactions entre structures, dynamiques et lois physiques. Webb ne mesure pas directement cette taille, mais fournit les éléments nécessaires pour la déduire de manière scientifique. Les galaxies lointaines, les filaments interconnectés et les vides cosmiques deviennent autant d'indicateurs indirects, chacun renforçant l'idée que l'univers total est immensément plus étendu que ce que nous pouvons observer. Alors que l'exploration continue, une question majeure persiste. Jusqu'où cette cohérence structurelle se prolonge-t-elle ? Les données de Webb nous rapprochent de la compréhension de l'univers observable, mais la véritable étendue reste inconnue. Chaque nouvelle observation, chaque spectre analysé, chaque filament cartographié contribue à repousser cette limite, suggérant que l'univers pourrait être si vaste que ses frontières échappent tellement à notre perception actuelle. La science progresse ainsi par étapes successives, transformant des zones d'incertitude en contraintes robustes et rapprochant l'humanité de la compréhension de l'architecture complète du cosmos. La tâche des cosmologistes est maintenant de combiner ces observations avec des modèles toujours plus détaillés, intégrant la matière noire, l'énergie sombre et les processus stellaires complexes. L'objectif est d'affiner les projections de l'extension totale de l'univers et de tester la cohérence des lois physiques sur des échelles encore plus grandes. James Webb a ouvert cette voie avec une précision sans précédent, mais le travail pour extrapoler au-delà de l'horizon observable ne fait que commencer, chaque découverte offrant un nouvel éclairage sur la véritable taille et la structure de l'univers.